Aurélien Barraud, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons dans le cadre d'une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Vous êtes astrophysicien et surtout vous avez lancé un appel à l'aide et un appel à contribution auprès de certaines personnalités, 200 si mes souvenirs sont bons, pour sauver l'écologie ou pour faire prendre conscience du problème écologique. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Oui, donc je suis professeur à l'université Grenoble-Alpes, donc j'enseigne un peu à tous les niveaux, de la licence à l'école doctorale, surtout de la physique parce que c'est mon métier, mais aussi un peu de philo parce que j'aime ça. Et puis au niveau de la recherche, je travaille sur les trous noirs, le Big Bang, l'univers à grande échelle, la gravité quantique, enfin toutes ces choses qu'on ne comprend pas très bien, mais que je suis payé pour qu'on essaye de comprendre un peu mieux. Je ne suis pas sûr que ça marche, mais on fait ce qu'on peut. Et puis en parallèle de tout ça, comme tout le monde, je suis un être humain, et donc j'ai des convictions, j'ai des combats, et il y a des choses qui me paraissent un peu plus importantes que d'autres. Et donc, je crois que de temps en temps, faut se retrousser un peu les manches, quoi, même si c'est un peu hors de notre champ de compétences, parce que la tribune écolo qu'on va certainement évoquer, finalement, j'ai aucune légitimité scientifique pour m'embarquer dans cette voie, mais je m'en fous. Peut-être votre compréhension des mathématiques. Ouais, mais je pense que c'est marginal. Théodore Monod, que j'aime beaucoup, qui était à la fois un botaniste et un grand marcheur du désert, un jour il s'est engagé à fond pour les animaux, pour la sauvegarde de la planète, contre la fuite en avant technocratique, et quelqu'un lui a demandé « Mais est-ce que c'est bien votre compétence de scientifique ?» Il a répondu « Non, monsieur, c'est en tant qu'humain. » Ça me va. L'appel, ça a résonné et ça a fait vibrer auprès de certaines personnalités. Est-ce que c'est pas un énième appel, un énième cri à l'aide pour l'écologie qui va faire l'équivalent d'un paix dans un verre d'eau ? Mais complètement. Moi, je suis persuadé que ça va rien changer. Epsilon, c'est mieux que zéro. Ce qu'on appelle epsilon en maths, c'est quelque chose qui est tout petit. J'y crois pas. Je n'ai pas le moindre début d'embryon d'espoir que, grâce à nous, le monde va être sauvé. Simplement, ne rien faire, c'est pire encore, quoi. Voilà. Pourquoi pas d'espoir ? Pas d'espoir parce que, comme vous l'avez dit, il y en a eu plein d'autres avant, dont un super appel de 15 000 scientifiques vachement plus compétents que moi, qui a été mené à l'échelle internationale avec zéro effet. Après le nôtre, il y a eu 600 scientifiques français qui en ont publié un autre dans l'IB, donc il y en a plein des appels. On est un parmi une infinité avec des effets qui sont pour l'instant nuls. Donc c'est pas franchement encourageant. Simplement, on utilise nos armes. Voilà. Moi, personnellement, j'ai pas de Kalachnikov chez moi, donc mon arme, c'est ça, c'est d'essayer de parler correctement. J'ai pas une médiatisation très importante, mais elle n'est pas complètement nulle non plus. Finalement, aller parler des équations d'Einstein, je continuerai à le faire, ça me plaît bien, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais là il y a quand même un truc un peu important, c'est la fin du monde. Donc moi, ma toute petite notoriété, si je peux la mettre au service de ça, oui, c'est tellement plus important que tout le reste que ne pas le faire, ça serait juste idiot finalement. Est-ce que vous pouvez délayer cette perception de fin du monde ? Pourquoi vous... Ouais, alors le terme fin du monde, c'est vrai qu'il est un peu provocateur. Bon, stricto sensu. Voilà. Si on va être complètement littéral, ça dépend de ce qu'on appelle le monde. Évidemment que même si on fait les pires saloperies à la surface de la planète, ce qui est déjà en cours, la Terre va continuer de tourner autour du Soleil. Donc si je prends ma casquette d'astrophysicien, le monde il sera toujours là. Il y aura toujours une planète tellurique que les martiens, enfin les néo-martiens, pourront voir dans leur télescope. Donc en ce sens-là, le monde demeure. Mais si on est un tout petit peu sérieux, c'est quoi le monde ? On s'en fout. Si la Terre devient un gros caillou, elle n'a plus aucun intérêt, plus aucune spécificité, plus aucune légitimité, elle ne mérite pas qu'on se batte pour elle. En fait, ce qui fait que la Terre est belle, c'est nous, quoi. C'est les vivants, en fait. C'est la grande tribu des vivants. C'est le fait qu'on ait une diversité incroyable, avec des espèces qui résultent d'une histoire qui est très longue et très scabreuse et très fragile. C'est ça, le monde. Si on perd ça, moi, j'ai pas peur d'appeler ça la fin du monde. Et en ce moment, on est en train de le perdre. Donc je crois que c'est même pas être catastrophiste, en fait. Pourquoi on est en train de le perdre ? Pourquoi on perd cette singularité ? Parce qu'on est très cons. C'est qui on ? La population ? Nous tous, et moi le premier. Je veux dire, le grand ensemble des humains se comportent comme aucune autre espèce ne s'est jamais comportée dans l'histoire de la Terre. On représente 0,01% de l'ensemble des vivants actuellement et 85% des morts animales sur l'ère industrielle sont dues aux humains. Donc c'est un effet de prédation qui est totalement sans équivalent dans l'histoire planétaire. Pas dans notre petite histoire à nous, dans l'histoire totale de la Terre depuis 5 milliards d'années. Donc c'est une situation qui est d'une gravité absolue. Voilà. Donc cette gravité absolue, on en parlera sans doute. Moi, j'ai pas de remède miracle pour la conjurer. Mais ce que je sais, c'est que si on continue comme ça, on va pas continuer très longtemps. Est-ce que c'est pas la nature qui a inventé l'homme parce que l'homme est la meilleure façon de dissiper de l'énergie ?
Écoute, moi je suis pas croyant, donc je pense que c'est la nature qui a inventé l'homme, hein. Pour moi il n'y a aucun doute là-dessus. Après, je récuserais la vision un peu finaliste, quoi, de dire bon on l'a inventé à tel bon. Bon, moi je crois pas qu'il y ait une téléologie comme ça, donc le mot pour dire qu'il y a une finalité, qu'on soit tous orientés vers un but. Je crois qu'il y a une évolution un peu aléatoire, un peu stochastique, que le vivant se forme et on est une espèce parmi d'autres en réalité. Du point de vue biologique, on n'est pas du tout plus achevé qu'une autre. On n'appelons pas au sommet de la pyramide. Ça évidemment c'est notre représentation super anthropocentrée. Du point de vue purement phylogénétique, on est un phylum parmi plein d'autres sans aucun primat. Alors c'est vrai que, bon, on a quand même quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'on a la capacité à détruire ce que nous sommes et les autres en même temps que nous. C'est pas complètement un détail. La question est-ce qu'on veut le faire ? Parce que franchement, si on parle de capacité physique, on a aussi la capacité de violer la prochaine personne qu'on croise dans la rue si elle n'est pas trop baraquée, ou de tuer nos enfants. On n'a pas franchement envie de le faire, j'espère. Donc il est évident au quotidien qu'on ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire. Et la question qui se pose avec la planète, c'est exactement ça. On a la capacité de la détruire, est-ce qu'on veut le faire ? Et peut-être l'argument que vous empruntiez ressemble à un argument qui est un des seuls, en fait, moi, qui me fait un peu vaciller chez les anti-écolos, on va dire, qui est de dire finalement... vous êtes en train d'extraire l'homme de la nature, parce que tous les prédateurs font des dégâts autour d'eux, et donc en demandant aux hommes d'essayer d'être végétariens, peut-être on y reviendra, d'essayer de un petit peu moins détruire leur environnement, en fait vous leur demandez de renoncer à leur nature, donc en fait vous êtes les pires anthropocentristes, vous les écolos, sans le savoir. Alors cet argument, je crois même que parfois il est sincère en fait chez les gens qui le donnent, donc moi je le trouve pas idiot, mais je crois qu'il est quand même complètement faux, parce qu'il présuppose que exercer son être de nature, c'est maximiser son impact destructif sur l'environnement. Et ça, c'est juste factuellement faux. C'est exactement comme si on disait aux hommes, mais vous avez des bombes atomiques, vous auriez dû déjà faire péter la planète. Personne n'est assez bête pour dire ça. C'est pas parce qu'on les a qu'on doit les utiliser. Et même les super prédateurs, franchement, les lions, on s'amuse pas à écraser des fourmis. Hein, je veux dire. Donc, personne ne prend comme règle de vie de devoir faire le maximum de dégâts possible. En fait, vivre, c'est faire des choix. Pour les animaux comme pour nous. D'ailleurs, on est des animaux. Donc, il n'y a rien de très étonnant à ce niveau-là. Et c'est pas du tout nous extraire de notre condition d'être naturel que de dire, sachant ce qu'on sait, quels sont les choix qu'on a envie de faire. Comme n'importe quel animal. Alors, brièvement, qu'est-ce qu'on sait ? Alors, on sait que ça va très mal. Voilà. Ça va très mal à plein de niveaux différents. Je pense qu'on va reparler du climat, mais j'ai envie de pas commencer par le climat, parce qu'on en parle déjà beaucoup. Mais c'est pas du tout le seul problème, le climat. À mon avis, c'est même pas le plus gros. Actuellement, il y a un effondrement de la biodiversité qui est incontestable. Récemment, il y a quelques jours, il y a un très bon papier qui est sorti de 2 chercheurs au CNRS qui a fait une méta-analyse sur 10 000 articles publiés. Bon, c'est très clair, il n'y a aucun questionnement possible, tout s'effondre. Et là encore, il faut être bien subtil. Il y a un effondrement des espèces, ce qui en soi est dramatique, c'est-à-dire que au rythme actuel, dans pas très 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 longtemps, on va vraiment avoir une extinction massive. On sait qu'on est en cours de 6e extinction massive. Mais il ne faut pas raisonner qu'en termes d'espèces. Il faut aussi regarder les individus. Et ce qui est presque plus inquiétant encore, c'est que même dans les espèces qui ne sont pas encore menacées, il y en a quand même quelques-unes, il y a une chute drastique des populations. C'est-à-dire qu'en fait, pour le dire simplement, les vivants sur Terre sont tous en train de crever. Même les espèces qui sont encore abondantes, je sais pas, les moineaux, enfin je dis un peu au hasard. Les moineaux, non. Ouais, les moineaux, ils vont mal, ouais. Mais en fait, ils vont un peu tous mal, tu vois. Je dis les espèces abondantes, ça me vient même pas spontanément, en fait. Bon, il doit y en avoir quelques-unes. Les connards. Ouais, celle-là, elle est en croissance, ouais. Eh ben, il y a quand même une diminution des populations, quoi. Donc ça, c'est super inquiétant, en fait. Et pour moi, ça a du sens. Parce que je trouve ça triste de... Je veux dire, pour les hommes, c'est les individus qui comptent, parce qu'évidemment, quand on perd la mort d'un humain, c'est toujours un drame. Mais en revanche, pour les animaux, ce qui compte, c'est juste les espèces. Ça, je trouve que c'est un anthropocentrisme qui me déplaît. Et je veux dire, les animaux ont aussi leur vie propre. Donc c'est triste à la fois en tant que disparition d'espèces et en tant que disparition des individus. Ça, c'est ce qui est en cours. Et la cause de ça, aujourd'hui, c'est pas le réchauffement climatique. La cause de ça, aujourd'hui, la principale cause, elle est parfaitement connue, c'est la disparition des espaces de vie. C'est qu'on est en train de s'étaler partout, en fait. Et que les animaux n'ont simplement plus d'endroit pour vivre. Ils n'ont plus de lieu pour vivre. Le morcellement et l'atrophie des lieux de vie fait qu'en fait, ils meurent. Donc, le premier truc dramatique, c'est l'expansionnisme géographique de l'espèce humaine, qui fait que, bah oui, les autres, forcément, n'ont plus de place. En fait, on n'arrive pas à ne pas se rendre compte qu'un territoire dont personne n'est propriétaire, il n'est pas vierge, quoi. Il a beaucoup d'autres occupants. Mais ça vient à l'esprit de quasiment personne de se dire, quand je vais construire ma maison ou mon usine, ce qui est pire, quels sont les occupants que je vais détruire ?
pose même pas la question. Si on a l'acte de propriété, ben, c'est bon, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Il y a plein d'autres problèmes de biodiversité qui sont bien connus. Par exemple, le fait qu'on chasse et qu'on pêche maintenant trop. La pêche industrielle a un impact massif sur la perte de biodiversité. Il y a le problème de la pollution. Il y a le problème des extinctions en chaîne. C'est-à-dire que les espèces sont interdépendantes. Donc quand on en flingue une, en fait, il y a toutes celles qui dépendent de celles-là qui vont aussi se retrouver en difficulté. Ça, c'est un truc dramatique qu'on sait. Et l'autre point, effectivement, c'est le réchauffement climatique. Pourquoi on en parle plus que de la perte de biodiversité? Parce que ça a un effet plus direct sur l'homme. La perte des cigales, probablement, va pas mettre l'humanité en danger. Alors que le réchauffement climatique a davantage d'effets directs sur les hommes. Ça en a aussi sur les animaux, hein, évidemment. Mais ça en a plus directement sur les hommes. Donc on en parle beaucoup, tant mieux, hein, parce que c'est un vrai problème, c'est pas le seul. Et là, on sait que c'est dramatique aussi. C'est-à-dire que, en fait... mes collègues scientifiques climatologues sont parfois, c'est pas un reproche, hein, mais sont parfois trop prudents. Parce que nous, dans notre métier, moi je peux me permettre de dire un peu n'importe quoi là. Enfin, je crois que je dis pas n'importe quoi, mais je peux le dire comme ça parce que c'est pas mon métier. Donc je suis pas en train de parler de ma recherche. Dès qu'on parle de son métier, on est toujours très pointilleux. Et en fait, le problème des vrais spécialistes, c'est qu'ils vont toujours tempérer un peu, ils veulent être absolument sûrs d'être irréprochables, donc ils vont avoir tendance à revoir un peu à la baisse leur manière d'estimer les impacts, et puis pour être un peu consensuel, pour pas faire peur aux gens, pour pas se fâcher, pour être audible. Pour pas flinguer sa carrière. Ça, je sais pas. Peut-être on en reparle. Je suis pas sûr. Mais ils vont avoir tendance plutôt à minimiser le truc. Mais en croyant bien faire, hein, c'est pas un mensonge. Mais ils oublient qu'ensuite, ces résultats, ils vont être rediscutés avec les lobbies, avec les pouvoirs publics, etc. Et donc, ils vont être encore amoindris. Et à la fin, il reste plus rien. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la catastrophe, elle est réelle. Il y a plus aucun doute là-dessus. Quand on regarde les élévations de température, je veux dire, il y a vraiment plus que Trump pour en douter, quoi. Acidification des océans. Voilà. N'importe quelle personne douée de plus de 2 neurones ne peut plus remettre en cause. Ça relèverait du négationnisme, finalement. Et on n'a pas tellement envie de le faire en histoire, on n'a pas non plus tellement envie de le faire avec l'avenir. Et c'est ce qu'on fait. Nier aujourd'hui cela et notre influence sur cela, c'est faire un négationnisme du futur et non pas du passé, ce qui est tout aussi dramatique. Moi, j'appelle ça un crime contre l'avenir, en fait. On s'interdit d'avoir un avenir. Voilà. Alors, le climat, donc là aussi, ça va évidemment flinguer des espèces et des individus animaux, mais même au niveau des humains, là, ça a un impact évidemment direct. Alors, il y a plein de pays, pas de chance, ça sera les pays pauvres, hein, comme toujours, qui vont être directement touchés par ces élévations de température, ou simplement, on ne peut plus vivre. Hein. Là, il y a eu des pointes en Algérie cet été à 55, je crois, 55 degrés, on ne peut plus vivre. Hein. Je veux dire, même en buvant bien, c'est pas possible. Alors, la solution, c'est de mettre de la clim, qui évidemment consomme beaucoup, ça va rendre les choses encore pires, donc c'est pas une solution. Et ça va avoir des effets indirects. Je voudrais juste donner un exemple, parce que je pense que celui-là, tout le monde le comprend. C'est le problème des déplacements de population. Là, en ce moment, on a des réfugiés syriens. On s'en occupe pas. Moi, déjà, à titre humain, là, indépendamment de l'aspect écologique, je trouve ça honteux. On laisse mourir des gens devant nos frontières. On se dit, accueillir 200 000 personnes, mais c'est pas possible, on n'y survivra pas, ce qui évidemment est complètement faux. Hein. En termes économiques et sociaux, on pourrait parfaitement y survivre. On sauverait leur vie. On préfère les laisser mourir. Bon. Mais là, on parle pas de 200 000 personnes. Les chiffres ONU, actuellement, c'est au minimum 200 millions de réfugiés climatiques, peut-être jusqu'à 1 milliard. Et c'est pas dans 20 siècles, hein, c'est dans 30 ans. Et donc ça ne peut pas ne pas faire de guerre. On le voit bien. Personne ne va ouvrir ses frontières en disant venez profiter de notre climat tempéré. Donc on est en train de préparer un monde où non seulement les vivants seront en train de s'atrophier, de s'étioler, mais en plus les conséquences secondaires seront des conflits entre les vivants qui restent. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie pour mes vieux jours ou la force de l'âge de mes gamins? Je vois pas comment on peut le défendre, quoi. Alors pour la question bateau. Pourquoi les politiques n'agissent pas? On a bien notre petite idée, mais on va vous laisser développer. Alors, pourquoi ils n'agissent pas? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, par les lobbies. L'excuse du on ne savait pas n'est plus tenable. Bon, il l'a employé pendant un certain temps, ce qui est faux. Hein. En réalité, il y a 30 ans, on savait déjà. Mais si on avait envie de faire semblant de ne pas savoir, c'était possible dans le passé. Dans le présent, c'est beaucoup plus difficile. En fait, j'ai même pas envie de faire porter la responsabilité que aux politiques, parce qu'en réalité, si la population le désirait fortement, ils seraient bien obligés de suivre. Hein. Finalement, ils veulent être élus. Donc si on votait pour ceux qui proposent ça, ceci aurait lieu. Donc ils sont le reflet de notre faiblesse, en fait. Et notre faiblesse, c'est que finalement, renoncer à un peu de confort nous est quasiment insupportable. Et ça, c'est quand même assez délirant, en fait, quand on y pense. Endoctrinement ? Je pense que c'est à la fois
probablement un endoctrinement des valeurs dans lesquelles on vit, qui ont valorisé, qui ont quand même... Capitalistique clairement. Et puis, c'est peut-être aussi un peu, effectivement, un tropisme quand même de ce que nous sommes, quoi. Parce que, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, il y avait déjà un impact considérable de l'homme sur la nature, avec une extinction quasi systématique de la macrofaune, dès qu'une zone de la planète était colonisée. Donc moi, je crois qu'il faut... Le but, là, l'enjeu qu'on a face à nous, c'est pas de revenir à un passé fantasmé qui a jamais existé, où on aurait été en équilibre avec une nature bien heureuse. Je crois que ça n'a jamais été le cas, en fait. Il faut vraiment inventer un avenir radicalement autre. Donc c'est un truc extraordinairement difficile et ça n'en prend pas du tout le chemin, hein, puisque en ce moment, tous les vœux sont des vœux pieux. En France, on a signé des accords pour la réduction d'émissions de gaz carboné. L'année suivante, ça augmentait. Donc je veux dire, même un an après, on n'a pas été capable d'appliquer l'accord qui était, que nous avions, je crois, en partie initié. Donc c'est une tartufferie. Voilà. Là, les gens disent n'importe quoi, font n'importe quoi. Payer avec notre argent. Voilà. Et donc, je pense que voilà, ce terme est à la mode, mais il faut peut-être qu'on soit un peu les lanceurs d'alerte, quoi, de cette catastrophe qui aujourd'hui n'est même plus vraiment cachée, quand même. On a les politiques qu'on mérite. Je le crains, ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour faire un séisme intellectuel au sein de la population? Là, j'ai une question d'Internet qui vient d'arriver. Face à l'inexistence de la réaction politique sur l'urgence climatique, seriez-vous prêt à utiliser la violence pour faire avancer les choses de manière plus rapide et efficace? Si oui, comment? Utiliser la violence, ça c'est une question super intéressante. L'armée des 12 singes? Parce que non, mais le problème de la violence, c'est qu'il y a aussi une construction culturelle de la violence. C'est-à-dire que quelqu'un qui effectivement te casse la gueule, tu dis c'est un acte de violence insupportable, mais en revanche le fait de laisser crever, comme c'est le cas en ce moment, un enfant toutes les 6 secondes de faim, alors que concrètement on aurait complètement les moyens matériels de subvenir à ça, c'est pas considéré comme un acte de violence. Bah, c'est comme ça. C'est le destin, c'est inévitable. Quand un McDo est saccagé dans une manifestation, je crois de mémoire que le ministre a dit que c'était un acte inqualifiable. Inqualifiable. Donc ça veut dire que c'est vraiment le sommet, puisqu'on ne peut même pas le qualifier tellement il est horrible. Donc il n'y a rien de pire que cet acte-là. Alors qu'en effet, ce que fait McDo en Amazonie, où on déforeste de façon inconsidérée le poumon du monde, bah ça c'est normal. Donc c'est pour ça qu'il y a la question de savoir est-ce qu'on serait prêt à recourir à la violence. Elle est déjà intéressante, parce qu'elle demande d'interroger ce qu'est la violence. Alors si on parle violence au sens banal, quoi, au sens violence physique, ou vraiment action militante, choc hors la loi, etc., je sais pas. Moi, j'ai un peu peur de ça pour une raison purement la fichesse pratique. Arrive. Hein. Quoi ? Attention, votre fichesse arrive. Oui, voilà, exactement. Mais non, justement, il n'arrive pas, parce que là, je vais me dégonfler et je vais pas répondre oui. Je ne vais pas répondre oui à la violence, en fait, parce que j'y crois pas trop. Parce que il y a eu mai 68, par exemple, on vient de le célébrer, là, enfin, célébrer. Mai 68, qu'est-ce qu'on a vu, en fait ? On a vu des gens qui ont effectivement bougé les idées reçues, et puis juste après, le bon peuple de France qui a voté très à droite pour qu'on mette fin à cette espèce de petite bulle d'oxygène. En fait, ça fait peur. Derrière Macron, non ? Ouais, bon, mais Cohn-Bendit, maintenant, il a plus grand-chose à voir avec ce qu'il a été. Et je sais même pas vraiment ce qu'il a été, d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai pas vécu ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un effet quand même pervers de ça. C'est que ça fait peur, à tort ou à raison. Mais ça fait peur, et cette peur-là, elle peut vraiment être contre-productive. Donc, moi, je préférerais quand même faire peur avec une violence qui est plus pacifique, qui est de dire, mais plus jamais on votera pour vous, quoi. Moi, les 200 personnes qu'on a fait signer la pétition, donc c'est avec Juliette Binoche, l'actrice, que j'ai fait ça. Il y a Pedro Almodovar, il y a Catherine Deneuve. Enfin, il y a aussi plein de membres de l'Académie des sciences, du Collège de France. Il y a Bellatar, le réalisateur, etc. Bon, et puis, il y a Alain Delon. Je le fais exprès d'en parler parce que tout le monde m'a allumé là-dessus. Ça a posé plein de problèmes. Qui est Alain Delon dans la liste. Moi, je suis très content, en fait. Parce que Alain Delon, bon, je connais pas du tout ses convictions, je l'ai jamais rencontré, mais enfin, dans ma tête, c'était quelqu'un qui était à droite. Il n'aime pas les migrants. Hein. Bon, c'est l'image que j'avais. Voir que quelqu'un que je suppose être de droite accepte en fait de signer un texte dans lequel on dit en substance que toute politique qui n'est pas aujourd'hui prioritairement écologique n'a plus de sens. Alors, soit il n'a pas lu le texte, bon, ça, là, je ne peux pas savoir, mais s'il croit vraiment ce à quoi il a signé, moi, je trouve que c'est une nouvelle. On est en train de dire aux gens, même des gens qui sont plutôt de droite, qui sont plutôt conservateurs, enfin, je crois, je ne le connais pas personnellement, sont en train de se rendre compte qu'en fait, toute politique qui n'est pas prioritairement écologique n'est plus éligible.
Ben si, en fait, il a lu et qu'il croit vraiment ce qu'il dit, c'est super important, en fait. Et donc, c'est ça, pour moi, le message. C'est de dire, maintenant, on peut plus se contenter de greenwashing, de beaux discours, la main sur le cœur, les larmes aux yeux. Et je me moque même pas de Hulot, parce que je pense vraiment qu'il a fait ce qu'il a pu, mais je pense plutôt à son successeur. Il va falloir se battre, quoi, contre les lobbies, il va falloir qu'eux se battent contre les lobbies qui prennent des mesures fortes, efficaces et réelles, et que nous, on le leur impose. Bon, alors oui, pour l'instant, moi, j'avoue que j'imagine pas tellement agir autrement qu'en parlant ou qu'en votant. Bon, je suis pas sûr que des actions commando, franchement, ça jouerait pour Donc la violence est la force des faibles et commence où s'arrêtent les connaissances. On est d'accord là-dessus ? Probablement. On est d'accord là-dessus. Si je te dis, si on peut se tutoyer, les politiques n'ont aucun intérêt à court terme à faire un sevrage énergétique sur les populations parce qu'ils risquent beaucoup trop gros par rapport à la vindicte de la population qui a été endoctrinée dans une idéologie capitaliste d'hyperconsommation. Et si je te dis que les systèmes bancaires et économiques overstretch, hyper tendus, n'a aucun intérêt à ralentir parce qu'il va se retrouver comme quelqu'un avec la marée basse, c'est-à-dire en short. À court terme, le politique a très peur de ça et préfère une fuite en avant, soit par le déni, soit par le fait d'imaginer une solution à moyen terme, c'est-à-dire après moi le déluge. Qu'est-ce qu'on fait pour ce transfert de connaissances auprès des populations? On leur fait des cours d'écologie à l'école, on envoie Juliette Binoche en maillot de bain en lui disant que voilà, il va faire tellement chaud qu'on sera tous en maillot de bain. Je déconne, mais des préconisations par rapport à ça pour endurcir le cerveau des populations. Oui, alors je suis d'accord avec ce que tu dis. Peut-être à ce détail près que je pense que le système capitaliste a plein de problèmes, de défauts. Il a aussi quelques vertus, à mon avis, d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, je suis vraiment pas sûr que ce soit le principal problème. Parce que on a voulu, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais peu importe, il y a une mesure là de passer la vitesse nationale de 90 à 80 km/h. C'était peut-être pour gagner de l'argent avec les amendes, j'en sais rien à dire vrai. Moi je trouve ça plutôt bien. À la fin ça fera moins de morts, ça pollue moins. Mais ça suscitait une levée de bouclier. Dire aux gens que vous allez devoir rouler 10 km/h de moins en bagnole, mais c'était insupportable. Moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens pétaient les plombs quoi. On allait réduire leur vitesse de croisière de 10 km/h, mais c'était une atteinte aux libertés fondamentales qui leur était insupportable. Ça, c'est pas capitaliste, ça. C'est une espèce de fondamental qui fait que on a quand même en nous cette espèce de désir absolu comme ça d'aller au bout, quoi. Et là, en fait, on va tellement au bout qu'on se rapproche du mur et du gouffre à une vitesse vertigineuse. Alors, tu as complètement raison. À court terme, quelqu'un qui prendrait ces mesures-là serait mal vu, non seulement par sa population, et mettrait même son pays en difficulté dans la compétition mondiale, parce que comme tout est mondialisé, si la France ralentit son économie, oui, elle se fragilise par rapport aux autres. Donc, je n'ai pas de solution miracle. C'est hyper dur et je ne suis pas très optimiste. Mais simplement, ce que je crois, moi, c'est ça. C'est qu'à l'échelle individuelle, c'est impossible. Si on dit simplement aux gens, vous savez, rouler à 80 km/h, c'est mieux, mais qu'il n'y a pas la loi, mais personne ne le fera, et moi je ne le ferai pas. Hein. Donc je suis sûr que la responsabilité de tout un chacun sur... Moi, j'ai eu beaucoup cette remarque après l'appel, en me disant, vous ne devriez pas appeler aux politiques, vous devriez appeler au changement des attitudes individuelles. Mais ok, j'y appelle. Mais n'empêche que ça ne changera rien. J'appelle au changement des attitudes individuelles. Voilà, aujourd'hui, solennellement, je le dis, polluez tous moins, mangez moins de viande. Voilà, je le dis. Mais ça va avoir zéro effet, j'en suis persuadé. Et donc, je pense que on a inventé un truc qui est la politique. Pour le meilleur et pour le pire. Mais le meilleur, c'est que justement, c'est ce qui fait que, quand on est trop faible pour se limiter par rapport à certains types d'actions, on invente le politique et le juridique qui sont là pour nous dire, ça, t'as envie de le faire, tant pis, tu le feras pas. Tu le feras pas parce que ça a trop d'impact sur le bien commun. Et c'est là, précisément, où les politiques doivent prendre leurs responsabilités. C'est leur rôle. S'ils font pas ça, ils ne servent à rien. Ils sont là pour nous dire, vous avez envie de faire ça ? Bah tant pis. Nous, on vous dit non. Bien sûr, c'est un peu infantilisant. Bien sûr, dans un monde idéal, moi j'ai même eu un peu parfois des proximités intellectuelles, anarchistes, etc. Donc tout ça, c'est complètement contre ça. Mais tant pis, là, il s'agit de sauver le monde. Et moi, j'ai pas d'autre solution que celle-là. On revient au communisme, à une dictature verte, on fait quoi ? Dictature du prolétariat, non. Non, bien sûr que non. Parce qu'en fait, je pense que c'est l'inverse. Je pense que ces mesures apparaîtront comme liberticides sur le moment,
Parce qu'on va dire effectivement à des gens, là, je sais pas, vous vous déplacez trop, ça a un impact qui est tellement grand qu'il va falloir vous déplacer un peu moins, ou alors vous pouvez pas mettre la clim à fond alors qu'il fait quand même que 24, votre santé n'est pas en danger, vous n'êtes pas une vieille personne en train de vous déshydrater, donc tant pis, mettez pas la clim. Donc évidemment, ça on le ressentirait comme une privation de liberté. Mais c'est comme un gamin auquel on interdit de casser son jouet, quoi. Sur le coup, c'est une privation de liberté, mais ça va lui permettre de jouer avec pendant toute son adolescence. Et moi, j'aimerais que ce soit ça qui se passe, que cette privation de liberté, on se rende compte au bout de quelques années qu'en réalité, d'abord, ça sauvegarde notre jouet qui est le monde dans lequel on est, et puis que même en déployant un rapport apaisé avec le reste du vivant, avec ce que je préfère appeler la nature que l'environnement. L'environnement, c'est ce qui est autour de nous, c'est encore vachement anthropocentré. Et en fait, ça nous donnera beaucoup plus de liberté, je crois, en fait. Et donc, l'autre problème, parce que l'autre question qu'on disait avant, c'était de dire, bon, ça, c'est pour militer, pour que les politiques le fassent. Mais après, imaginons que demain, notre président, mais passé l'après-midi, là, à nous écouter, ils se disent, oui, voilà, je vais le faire. Forcément, la France va perdre 2 points de croissance, parce que faut pas faire de langue de bois. La préoccupation écologique est incompatible avec une croissance économique exponentielle et continuelle. Le développement durable où tout va bien en même temps, ça n'existe pas. Donc on va perdre de la croissance, suivant les indicateurs, parce que suivant d'autres indicateurs, on va en gagner. Mais suivant les indicateurs institutionnels, macroéconomiques actuels, on va en perdre. Donc la France sera en difficulté par rapport aux autres pays. Il y a quoi, tu te rends compte ce que tu leur demandes? Il y a 150 pays dans le monde, non? Un truc comme ça. C'est pas énorme quand même. Bon, moins de 200, je pense. Bon, c'est pas 10 000 quand même. Ces gens-là se retrouvent aux Nations Unies, ils ont été élus. C'est censé quand même être l'élite intellectuelle. Et il faut que ces gens-là trouvent une solution. Tu as déjà discuté avec un politique, l'élite intellectuelle? Non, mais arrête. J'ai bien le droit de faire un peu le naïf, non? Ça sert mon propos. Bon. C'est un argument rhétorique. Je vais te poser une question. On va essayer d'étendre le débat. On est dans un phénomène de sevrage, d'addiction à la calorie, pour résumer trivialement les choses. Qu'est-ce qui se passe quand on met quelqu'un en sevrage? Une révolte. Est-ce qu'on est prêt à affronter cette révolte? Ça sera difficile de l'affronter parce qu'en fait, je pense qu'elle n'aura lieu que si on la génère nous-mêmes. C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire complètement contre l'assentiment populaire. Sinon, en effet, s'il y a des mesures qui sont prises radicalement contre l'assentiment populaire, oui, ça sera la révolte et donc ça va pas se faire en fait, parce que personne ne prendra ce risque. Donc c'est là où il faut qu'on joue sur le ressort. Moi, mon seul espoir, mais peut-être il est utopique, mais j'en trouve pas d'autre en fait. Je me raccroche à ce que je peux. C'est de dire, on est déraisonnable à l'échelle individuelle, mais on est quand même assez raisonnable pour dire oui, il faut que quelque chose me régule. Si on n'est pas capable de faire même ce petit pas, qui est d'appeler pour un régulateur global, alors je pense qu'on est vraiment foutu. Je vois pas de solution. Je sais pas comment on peut faire. Comment tu modélises ce foutu ? Alors ça, c'est une question qui est aussi super intéressante parce qu'il y a même des gens qui se disent finalement ça serait pas plus mal. Ça se termine et puis après, reset et la vie reprend ses droits. Bon, c'est un peu triste quand même. C'est un peu triste pour tout le monde parce que ça, c'est une vision purement en termes global, lointain, quoi. On comptabilise le nombre d'espèces sur la Terre et effectivement, même s'il y a une catastrophe écologique majeure, il est très vraisemblable que dans 50 millions d'années, il y aura à nouveau un grand nombre d'espèces parce que ça va recommencer. Mais avec les déchets nucléaires ? Ah oui, si on prend des échelles de temps suffisamment longues, je pense même avec les déchets nucléaires, oui. Mais enfin, pourquoi alors à ce moment-là, autant se suicider tout de suite? Je veux dire, notre raison d'être, c'est quand même d'essayer de s'accrocher un petit peu à la beauté qui est, quoi. Voilà. Si c'est simplement faire un pari on efface tout et on recommence. Oui, on peut le dire, mais ça c'est quand même très nihiliste finalement. Moi ça me motive pas tellement. Et puis quand même, faut pas oublier que on n'est pas des nombres, on est des gens, quoi. Si demain ça a lieu, cette montée en température drastique, etc., mes gamins, ils vont peut-être crever pour de vrai, quoi. C'est pas si, ça va avoir lieu. Ouais, c'était sur le drastique le si, mais je suis d'accord. Même le drastique, ça va avoir lieu. Qui est 2 fois moins d'hommes en tant que tel, je m'en fous. Moi, si c'est juste le chiffre. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces hommes qui vont disparaître, ils vont mourir. Ils vont mourir comment? En agonisant, en souffrant. Donc je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est terrible, quoi. Moi, j'ai pas envie de ça. Qu'est-ce que tu peux répondre à ceux qui peuvent objecter que la science et la technologie vont nous sauver? Ah ouais, ça je l'entends un peu dans mon milieu, puisque je suis entouré de scientifiques, l'étant moi-même. Moi, j'y crois pas une seconde. Alors, le problème, c'est que comme c'est un pari sur l'avenir, c'est dur d'avoir des arguments très forts là-dessus. Moi, ça me paraît complètement délirant, en fait. Voilà. Je pense pas un instant. En fait, je pense que ça serait même pire que tout. Parce que si on commence à vouloir aller essayer d'envoyer des panneaux solaires pour, comme les gens y pensent, pour essayer de favoriser des pluies à certains endroits, etc., là, on est complètement au-delà de nos moyens. Et puis même, il y a quelque chose, alors je voudrais
ne vais pas le dire de façon religieuse, parce qu'une fois de plus, moi-même, je ne suis pas croyant, mais... Pathologique. Presque, ouais, et puis de la profanation, quand même, d'un truc qui est un peu sacré. Pour moi, c'est pas Dieu, ce qui est sacré, je ne sais pas ce que c'est, Dieu, mais c'est quand même... c'est la fragilité de ce qui s'est mis en place. En fait, à chaque fois qu'on l'a fait, on s'est planté. On a inventé des trucs très bien. Je suis ravi qu'il y ait des vaccins et je suis ravi qu'il y ait des antibiotiques. Je ne dis pas que toute production humaine est à jeter. Bon, ça, c'est des choses très rationnelles, sur des problèmes très concrets. Véritablement, personne ne s'oppose. Enfin bon, les vaccins un petit peu. Mais enfin, globalement, c'est quand même assez consensuel. Voilà. Là, quand on commence à jouer aux apprentis sorciers, eh bien, on va droit dans le mur. Quand on réintroduit des espèces à la main pour contrer telle autre espèce, ça marche jamais. On crée des espèces envahissantes, etc. Et en réalité, ça nuit à la biodiversité. Un collègue, un physicien des cordes, disait que probablement, finalement, le seul espoir, ça sera d'aller sur Mars. Moi, je trouve cette idée terrifiante, parce que d'abord, je pense que c'est pas vrai. En termes techniques, on n'aura pas du tout les moyens de le faire. Donc, premièrement, je pense que c'est peut-être une petite élite. Concrètement faux. Et voilà. Et le deuxième point que j'allais dire, c'est que quand bien même on pourrait le faire, c'est sûr que ça ne va pas concerner grand monde. Donc ça sera vraiment, il y aura les happy few, mais qui seront très few, et les autres rêveront. Et puis les animaux, évidemment, ça sera quoi? On fera quoi? L'Arche de Noé? On prendra un couple de chaque et le reste mourra lentement. Non, ça n'a aucun sens. Et en plus, je veux dire, Mars n'est pas habitable. Et là, on est en train de se demander, enfin certains se demandent, comment faire du terraforming, c'est-à-dire transformer Mars en un lieu habitable. Mais putain, on a une planète habitable, c'est la nôtre. Donc on va peut-être quand même commencer par sauver celle-là, avant de se demander comment on va aller en coloniser une autre. Ça n'a aucun sens. Comment générer un bouclier magnétique sur Mars, c'est ça? Oui, non, mais en tant qu'expérience de pensée, je trouve ça plutôt marrant, en fait. Mais en tant qu'expérience de pensée, on ne va pas le faire. Alors, question d'Internet, aujourd'hui, peut-on mettre des noms sur les ennemis du climat? Nous? Ah, franchement, moi, je dis publiquement que je ne me considère pas du tout comme exemplaire. Donc, plus le temps passe, plus j'essaye quand même d'être un tout petit peu en accord avec mes principes, parce que sinon, ça devient ridicule. Mais moi, je me poserais carrément pas comme exemple. Donc, on est tous les ennemis du climat. Là, je vais donner un exemple qui m'est favorable, parce que j'ai dit non, mais parfois je dis oui, que ce soit clair. J'ai été invité il y a quelques jours pour aller faire un exposé au Canada. Pas un truc entre super spécialistes où peut-être je serais un des seuls au monde à savoir faire parce que c'est pile mon domaine de recherche. Non, c'était de la vulgarisation pour parler à des gamins. Ça durait 10 minutes. Première classe en avion? Non, quand même pas première classe, mais à la limite la pollution est presque la même. Donc on m'a proposé de faire 15 000 km aller-retour pour aller parler 10 minutes à des gamins au Québec. C'est complètement délirant. L'invitation était très gentille, ça partait d'un bon sentiment, puis j'ai sans doute été flatté en recevant le mail. J'ai quand même dit non, heureusement. J'ai été là il y a quelques jours. Après la pétition, il y a une chaîne de télé qui me contacte, on va faire une interview. Je dis c'est long, ça? Non, c'est pas long. Je dis on le fait en Skype. Il me dit non, la qualité n'est pas assez bonne. Je dis si la qualité est assez bonne, on s'en fout de ma tête. Si on voit pas bien mes cheveux, ça changera rien au message. J'ai un réseau filaire au labo, je peux faire l'interview en Skype. La réponse a été non. Donc il fallait que je fasse. J'oublie. Pour de vrai, j'ai oublié. Ça va peut-être me revenir. J'ai réellement oublié, mais c'était pas TF1, enfin c'était pas un truc très connu. Et donc il fallait que je fasse 1500 km pour expliquer que il fallait amoindrir notre rôle dans les transports, enfin notre utilisation des transports. C'est un peu paradoxal quand même. Donc oui, bien sûr qu'on est tous fautifs. Alors les noms les pires, c'est sûr que tous les circuits de grande distribution ont une influence. Là, je pense qu'effectivement, aujourd'hui par exemple, moi je trouve, je jette pas la pierre aux gens qui n'ont pas de sous et qui peuvent pas faire autrement. Mais les gens comme moi qui sont pas pauvres, qui vont chez Carrefour, non quoi. Ah, moi je gagne pas mal, professeur première classe, plus membre de l'Institut universitaire de France a dû me donner des primes, je dois gagner pas loin de 4 000 € par mois. Net? Ouais. Peut-être un peu moins, mais je veux dire, c'est confortable. Moi, pas France 24, la chaîne de télé? Non, France 24, justement, on l'a fait par Skype. Et donc voilà, moi, je suis carrément pas pauvre. Les gens comme moi qui vont chez Carrefour, ça me choque. Voilà. Après, ceux qui peuvent pas faire autrement, j'ai rien à dire. Mais je pense quand même qu'effectivement, il y a des choses assez faciles quand même qu'on peut faire pour redonner un peu de sens, quoi. Pour redonner un peu de sens et pour que quand même, du coup, il y a même, je trouve après, c'est pas un effort, ça devient un plaisir en fait, que n'importe quel geste devienne un peu militant, que tu demandes un peu ce qu'il y a derrière. Moi je dis pas que ça m'arrive jamais de prendre un coca en passant parce que j'aime bien le goût. Je veux dire
on ne peut pas demander non plus la perfection, parce que la beauté de la vie, c'est aussi un peu d'incohérence. Et puis de temps en temps, voilà, quand tu marches, t'écrases des fourmis, et puis j'en sais rien, peut-être qu'en ce moment, à un moment, je vais dire un truc qui va t'agacer, ou au contraire, tu vas m'attaquer. Bon, c'est la vie, ça. Il y a des moments où c'est pas agréable, on a un impact sur les autres, etc. L'écologie, c'est pas réservé à des bobos, si tu veux. Ah ouais, alors ça, on me l'a déjà dit plein de fois. Alors moi, je suis carrément un bobo, hein. Je veux dire, concrètement, effectivement, une sensibilité de gauche en gagnant bien sa vie, et un peu un télo, c'est exactement l'archétype de ce qu'on appelle un bobo. Bon, moi, j'avoue que je déteste pas les bobos, parce que, en fait, bobo, pour moi, ça veut dire je jouis d'un certain confort, et pour autant, je me rends compte qu'il y a un problème. C'est-à-dire que... Tu donnes des leçons aux autres. Ouais, ça, c'est le côté moins reluisant, c'est vrai. Mais moi, ce que j'essaye, c'est de donner des leçons aux autres et à moi-même, en fait. Voilà. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est en précarité financière, dans un logement à précarité énergétique, qui n'arrive pas à chauffer, qui n'arrive pas à bouffer autre chose que des hydrates de carbone saturés produits à l'arrache, qui butent des orang-outans au fin fond de la forêt Ah non, moi je lui dirais rien. Moi ça c'est clair, je peux pas faire ça. Mais c'est une force vive pour les politiques quand même. C'est exactement comme le problème de la démographie, parce qu'il y a quand même un problème de la démographie. Moi personnellement, j'irai jamais dans un pays pauvre où la seule richesse entre guillemets qu'ils ont, c'est de faire des gamins, refaire un néocolonialisme N+1 et leur dire voilà les mecs comment il faut et les femmes, voilà comment il faut gérer votre population quoi. Donc ça c'est vrai que là il y a une tension. Mais en fait, on a une vision malthusienne de la démographie. Je sais pas, mais en fait, la démographie, peut-être que j'ai tort, parce qu'il y a des gens très intelligents qui disent le contraire, mais j'ai pas l'impression que ce soit un si gros problème que ça. On peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini, ça c'est sûr. Mais on n'est pas du tout en croissance exponentielle, en fait. Hein. Je veux dire, la démographie, elle est en train de se stabiliser. Hein. Donc je pense qu'elle va se stabiliser autour de 12 milliards. Moi, franchement, je crois que c'est vrai, c'est trop. Moi, je préférerais qu'on soit à 3 fois moins, je pense que ça serait mieux pour la planète. Mais si on répartit un peu mieux les richesses, je pense que 12 milliards qui se comportent correctement, ça aura beaucoup moins d'effet que 8 milliards qui se comportent comme des salauds. Hein. Si on répartit les richesses sans avoir un cap... Ah oui, non, mais si on continue comme ça en étant 12 milliards, c'est la catastrophe. Ça, il n'y a aucun doute. Question d'Internet. Le discours écologiste prend-il dans les pays surpeuplés d'Asie ? Alors moi, j'ai pas une vision globale là-dessus parce que c'est pas ma spécialité, mais quelque part, j'ai moins peur de la Chine que des États-Unis. Hein, parce que je pense que le régime chinois actuel est assez intéressant. En fait, c'est vraiment un mélange d'autoritarisme et en même temps de pragmatisme et en même temps de sagesse aussi un peu. T'as déjà été en Chine ? Non. Enfin, à Taïwan, ouais, c'est un peu la Chine. T'as juste étudié le confucianisme sur Arte, quoi. Non, j'ai eu des étudiants qui venaient de Chine, en fait, et c'est eux qui m'ont appris un peu des espions. La Chine. Ouais, peut-être, ouais. Non, c'est des gens géniaux. Moi, j'ai été les espions sont souvent géniaux. Hein. Ouais, peut-être. Ouais, écoute, tant pis. Hein. Et donc, tout ça pour dire que j'ai quand même l'impression que les Chinois, finalement, ils sont assez pragmatiques et eux, ils ont compris qu'ils n'avaient pas le choix. S'ils font pas un effort environnemental drastique, alors eux, ils vont vraiment mourir en premier, parce que les villes de Chine, en ce moment, il y a un taux de pollution qui est juste invivable. Donc, et puis, les Chinois, ils ont ce côté quand même un peu autoritaire, quoi. Hein. Pour la démographie, ça a été géré dur, avec des effets catastrophiques. Hein. D'ailleurs, il y a du coup un enfant par famille, donc du coup, il y a plein de bébés filles qui ont été tués parce qu'ils préfèrent. Enfin, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut faire partout pareil. Ce que je dis simplement, c'est que concrètement, je pense que quand ils ont un problème à régler, ils le règlent. Pas forcément pour le meilleur, hein. Mais c'est pas ceux qui me font le plus peur en matière de capacité à intégrer les faits, en fait. Je pense qu'ils ont une espèce de factualité comme ça, pratique, qui fait que ça va être géré. Je pense qu'en Inde, aux États-Unis, c'est pas un pays en voie de développement, mais c'est un très gros pollueur, et peut-être prochainement en Afrique, ça va être beaucoup plus compliqué. Question d'Internet. Des entreprises comme Coca-Cola, Danone culpabilisent les consommateurs avec des slogans de type « l'écologie est une affaire de tous ». Est-ce que le combat écologique ne devrait pas commencer par le démantèlement de ces grosses industries ? Bon, il y a plein de niveaux d'action. Pour moi, pour commencer, je pense qu'il faut commencer assez simplement. Le combat écologique, moi, je ne commencerai pas par là. Commencer, c'est consommer moins. Donc, ok, les gens disent ça, c'est pas politique, c'est de l'initiative individuelle. Moi, je crois que ça doit être politique. Mais tu sais ce qui se passe quand on consomme moins ? Non. Le système financier se vautre. Tant pis pour lui. Mais on se vautre avec. On a inventé un système politique, qui est censé, j'ai dit, censé être quand même indépendant. Il faut qu'il le prouve. S'il ne le prouve pas, c'est qu'il y a un problème. Après, il faut quand même améliorer l'efficacité énergétique. Par exemple, ça a l'air tout con, hein, mais l'efficacité énergétique des bâtiments en France, ça ferait des économies monstrueuses si on isolait mieux thermiquement les bâtiments. Puis ensuite, il faut changer de mode de production d'énergie. C'est pas du greenwashing, ça ? Je l'ai cru.
Mais il se trouve que j'ai un collègue physicien en lequel j'ai énormément confiance, qui a travaillé sur la question, Freddy Bouchet, qui est membre du comité national du CNRS, qui est quelqu'un pour qui j'ai une très très haute estime intellectuelle, et il a étudié la question d'assez près, et il semble qu'en termes vraiment de calories, quoi, c'est vraiment un très gros chantier. Donc bon, c'est pas mon domaine, mais j'ai confiance en des gens qui considèrent que c'est pas du washing, que c'est un truc sérieux. D'autres trucs sont moins sérieux. Si je te dis, tu vas arrêter de nous faire du greenwashing avec l'isolation de tes bâtiments et tu vas expliquer aux gens qu'il faut mettre un pull avec un petit bonnet, tu sais, un peu comme dans les yourtes au fin fond de la Sibérie. On va faire des économies tout de suite. Et puis avec une pression sur le biotope qui sera... Ouais, mais parce que justement, moi, parce que tu m'as dit, est-ce qu'il faut commencer par... J'ai dit, moi, je pense qu'il faut commencer par ça, parce que ça, c'est simple. Ça, c'est des petites choses, c'est des choses qui ne font pas la révolution. Apprendre à mettre un pull. Bah ouais, enfin, bon, quand même, c'est pas infléchir de façon drastique notre qualité de vie si au lieu de se chauffer à 22, on se chauffe à 17, quoi. Bon, 18, bon, j'en sais rien. Donc ça, je pense, pour moi, c'est ce que j'appelle les petites choses. Quitte à ce qu'il y ait des limites un peu autoritaires. Après, comme la question était, est-ce qu'il faut démanteler les grands groupes? Ça, c'est les grosses choses. Ça veut dire que ça implique de repenser de façon très profonde notre vision du monde, en fait, notre système économique et donc finalement notre système de développement, etc. Oui, moi je suis complètement persuadé qu'il y a un problème avec la manière dont on fonctionne en ce moment. C'est-à-dire que, puisqu'on parle d'écologie, on pense la nature comme une ressource, en fait. C'est complètement dingue. On la pense pas comme une essence ou une existence en tant que telle. Elle n'a pas d'existence en tant que telle. Elle n'est là que pour nous fournir une ressource. Alors les grands groupes, pour moi, c'est même pas spécifique à eux. Ils sont simplement plus puissants et plus méchants, on va dire, que les autres. Donc c'est une amplification d'un phénomène, mais qui existe aussi à plein d'autres échelles en réalité. Simplement, effectivement, comme ils ont une puissance de frappe qui est sans commune mesure et généralement, disons, des principes qui sont assez, avec lesquels on peut s'arranger assez facilement, bah oui, leur impact est encore bien pire que les autres. Mais par exemple, il y a des pays qui font de l'expérimentation intéressante en ce moment. Alors c'est des petits pays, mais tu sais, qui essayent de donner une sorte de statut juridique, d'existence juridique à des fleuves, à des forêts, etc. Costa Rica. À ce stade, je ne sais pas si c'est de la poudre aux yeux ou si c'est vraiment une déconstruction radicale du monde dans lequel on vit. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Mais en tout cas, moi, je trouve ça bien qu'ils essayent. Même, tu vois, il y a eu la ZAD là, de Notre-Dame-des-Landes il n'y a pas très très longtemps. Moi, j'y suis pas allé. Je connais pas les gens. J'ai aucun ami qui faisait partie des zadistes. Donc, je ne sais que ce que j'ai lu dans la presse. Mais avec cette réserve-là, j'ai trouvé intéressant que des gens essayent autre chose. Voilà. Les gens essayent autre chose. Avec ce slogan qui était marrant, qui était de dire on ne défend pas la nature, on est la nature. Ouais, c'est pas mal, c'était assez péchu comme idée. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a envoyé 2000 gendarmes, quoi. Moi, je trouve ça quand même stupéfiant. Finalement, ces expérimentateurs, peut-être qu'ils se plantent, j'en sais rien, mais expérimenter autre chose, c'est vital aujourd'hui. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et là, on voit qu'on a eu le clash entre quoi? Entre le fait qu'effectivement, c'était hors la loi. C'est vrai, ils n'avaient pas le droit d'être où ils étaient. Et donc, il y a une incompatibilité entre le droit de propriété, qu'ils n'avaient pas, et la tentative de sauver le monde, ce qu'ils tentaient de faire. Voie plus large. Et on s'est dit, le droit de propriété est plus important que la tentative. Parce que c'était intéressant ce qu'ils ont fait quand même, ces côtés interdépendance, ce côté, quand on leur a dit, faites des fiches de candidature individuelles, ils ont dit non, ça n'a de sens que globalement, parce qu'on est une économie globale et on ne peut survivre que parce qu'on est tous là. Moi, je me suis dit, c'est vachement fort ce qu'ils font ces mecs. Après, j'en sais rien si ça marche, j'y étais pas. Mais en tant au moins qu'expérimentation, j'aurais envie de leur dire, mais allez-y, quoi, allez-y à fond, on va voir ce que ça donne, on a peut-être un truc à faire avec ça. Et on leur dit, cassez-vous, quoi. Oui, parce que vous mettez peut-être en danger quelque chose de plus grand, du moins. Vous mettez en danger peut-être des intérêts beaucoup plus puissants. Bah oui, mais on n'a plus le choix. Imagine propager ce type d'idéologie à grande échelle. Hein? Qui c'est qui va financer les campagnes politiques? Tu déconnes quand même, merde. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, prochain rapport du... Question d'Internet. Prochain rapport du GIEC, virgule, des idées, point d'interrogation, des fuites, point d'interrogation. Non, des fuites, non. Moi, je fais pas partie du GIEC, donc voilà, j'ai pas mes entrées là-bas. Mais enfin, de toute façon, on a l'habitude, quoi. Chaque rapport est un peu plus alarmant que le précédent. Voilà, je vois pas pourquoi ça changerait. Donc, on a des gens très compétents qui nous expliquent que ça va pas. Et... moi, j'ai été invité une fois par quelqu'un, j'ai pas tellement envie de dire son nom quand même, ça m'embête un peu, qui est un homme américain très riche, chef d'entreprise, qui organise, un petit peu moins riche, qui organise des espèces de conférences un peu privées pour... T'as payé pour ça? Non. Pour phosphorer, quoi. On se réunit entre gens intelligents. Combien de personnes? Une vingtaine, une trentaine. Et là, j'ai vu tout le monde était climato-sceptique.
tous les gens, alors les gens qui étaient là, c'était pas des paysans texans, hein, c'était des doyens d'université, etc. C'était que des gens qui avaient un très haut niveau d'études, qui parlaient très bien, très cultivés, etc. Donne le nom. Ils étaient tous persuadés qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique. Donne le nom. C'est le directeur de PayPal. De PayPal ? De PayPal, ouais. Impeccable. Ils sont tous climato-sceptiques parce que t'as pas parce que ça les arrange. Tout simplement. Parce qu'effectivement, quand tu vis dans ce monde-là, si tu te dis que ce que tu es en train de faire tue le monde, bah faut que tu arrêtes. Et ils n'ont pas envie Parce que ces gens ne sont pas méchants. Hein. Le pire, c'est que, bon, certains étaient assez cyniques, mais la plupart des gens qui étaient présents à cette réunion, c'était des braves pères de famille et mères de famille qui avaient envie que leurs enfants vivent bien, en fait. C'était pas des salauds, hein. Je veux dire, certains y croyaient vraiment. Parce qu'il y a les deux, hein. Il y a les gens qui sont parfaitement conscients du problème, mais qui s'en foutent, ils veulent juste jouir au maximum. Ça, je pense que c'est Trump, enfin, je suppose. Enfin, pour Trump, il est tellement fou qu'on ne peut pas savoir, en fait. Mais voilà, ça clique, on va dire. Et puis, il y a des gens qui sont sincères. Alors, les sincères, ça, c'est le pire, c'est le pire, ça. Là, moi, il y a un type qui m'a expliqué que, en fait, c'était un devoir moral de polluer. Universitaire, hein, chirurgien. Alors après, j'ai compris que c'est parce qu'en fait, Dieu nous avait commandé de nous développer maximalement, de nous reproduire maximalement, et que donc en fait, la pollution, évidemment, c'était pas le but en tant que tel, mais que c'était un corrélat de l'expansionnisme humain, et que tout ce qui freinait l'expansionnisme humain, en réalité, s'opposait au commandement divin. Il était très sympa, ce type-là. Et là, c'est compliqué. Là, je savais pas trop quoi faire. Glock 19. Bon voilà, écoute, on verra, mais donc voilà, il y a plein d'intérêts partout contre lesquels il va falloir se battre. Moi, je pense quand même que la plupart des gens sont sains d'esprit, la plupart des gens n'ont pas envie que leurs gamins vivent dans un désert, donc voilà, maintenant on arrête les conneries. La plupart des gens sont sains d'esprit, mais la plupart des gens n'ont pas le pouvoir de la upper class. Est-ce que les fous ont pris le contrôle de l'asile ? Moi, je pense que non. D'abord, je pense pas qu'ils soient fous. Je pense quand même que la plupart des gens qui sont aux commandes sont sains d'esprit. Et je pense que c'est pas nouveau. Je veux dire, quand on regarde le XXe siècle dont on sort, merde, c'était pas exemplaire, hein, quand même. On a fait 60 millions de morts à la Deuxième Guerre mondiale et pas beaucoup moins à la Première. C'était peut-être le pire siècle de l'histoire. Donc, c'est pas nouveau. Il faut nous attendre. C'est combien de milliards de morts là ? Ça risque d'être pire. C'est sûr que si on se projette sur ce qui se passe actuellement, ça sera probablement pire. Donc la question d'Internet qui vient de tomber, à quelle échelle de temps se situe le combat pour le climat ? Il nous reste combien de temps ? Oui, alors ça, il nous reste combien de temps ? Ça m'agace, pas la question, hein, mais la réponse. Parce que... moi, je tomberai pas dans le truc, là, des collègues qui sont très bien intentionnés, mais qui nous disent, il nous reste 2 ans. Le problème, c'est qu'ils disaient déjà ça il y a 10 ans, et donc si dans 2 ans, il s'est rien passé, le mec, il fait quoi ? Il ferme sa gueule, il dit, ah ben, pardon, c'est trop tard. Non, ça veut rien dire, en fait. Je pense que c'est mal posé. Si on se demande, il nous reste combien de temps pour qu'il n'y ait aucun dégât ? Ah bah, c'est déjà trop tard. Donc ça, la réponse, elle est facile, il aurait fallu le faire il y a 100 ans. Donc si la question est, est-ce que c'est déjà trop tard pour qu'il y ait des effets dramatiques sur la biodiversité, sur les espèces, sur les gens, etc. Oui, il est déjà trop tard. Ces effets vont avoir lieu, c'est certain. Mais après, il y a différentes manières de dire trop tard. On prenait l'exemple de la guerre. La Seconde Guerre mondiale, il y a eu 60 millions de personnes. C'est un désastre absolu. Pourtant, ça aurait pu être pire. Il aurait pu y en avoir 300 millions. Donc là, on en est là. On se dit, il y a un gros problème, mais jusqu'où est-ce qu'on veut que le gros problème devienne une tragédie sans précédent dans l'histoire ? Donc on ne peut pas dire à partir jusqu'à quand on a ou dire c'est trop tard. Ça ne veut rien dire. Il y a évidemment des formes de vie qui vont perdurer. Hein. Même si on fait une catastrophe nucléaire, il y aura des araignées qui vont s'en sortir. Donc là, à la fin, il restera quelque chose. Donc on ne peut pas se dire, tout dépend de ce qu'on attend. Si on attend des conséquences vivables pour l'humanité et la plupart des espèces animales, c'est vraiment maintenant, mais c'est maintenant en force, quoi. C'est-à-dire, c'est pas simplement de dire à partir de maintenant, on va croître moins vite dans nos émissions de carbone. Non, c'est pas ça. C'est on décroît à partir de maintenant. Parce que si on décroît à partir de maintenant, la température, elle continue de monter pendant 100 à 200 ans. C'est des effets à très long terme. Donc, oui, c'est sûr que si on veut limiter la casse, il faut aller très vite. Ça en prend pas du tout le chemin, hein. Il n'y a aucun pays, aucun grand pays en tout cas, qui le fait en ce moment. Bon, si on parlait un peu de philosophie des sciences. Il y a moins anxiogène. Moins anxiogène. Bah, pas tant que ça pour moi en fait, ouais. parce que curieusement, je me suis fait plus allumer sur des sujets de philosophie des sciences que sur d'autres. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Quelque part, c'est intéressant parce que ça prouve que le sujet laisse pas les gens indifférents et que quand tu réfléchis un peu à ce que dit la science, quand tu considères ce qui est mon cas, que la science est une chose magnifique, ouais, j'en fais mon métier, pardon.
mais que pour autant, c'est pas forcément la vérité ultime sur le réel, ce que je crois. Il y a des gens que ça met en inconfort, plus qu'en inconfort. En fait, il y a des gens que ça énerve, que ça agace même. Et ça, je sais pas bien pourquoi. Donc, et je pense que c'est intéressant. C'est même lié à ce qu'on dit avant d'ailleurs, parce qu'on convoque tout le temps l'argument scientifique, et en même temps, il n'est pas suffisant. C'est-à-dire que tu vois, par exemple. Je vais faire une toute petite digression là, parce qu'on a parlé beaucoup écologie, mais il y a une question qui est connexe à celle-là, qui est celle des animaux, mais en tant que personne, pas en tant qu'espèce, vraiment en tant que personne. Bon, moi je suis aussi végétarien, etc. J'aimerais bien que tout le monde le devienne. D'ailleurs là, je peux aussi être parfaitement factuel. Hein. Être végétarien, donc l'industrie de la viande est la plus polluante de toutes les industries, donc pour la planète, c'est un très très bon geste. Pour l'humanité, c'est un double bon geste à l'échelle individuelle. Je vois encore des gens qui disent moi je mange de la viande pour ma santé. Je veux dire aujourd'hui c'est acté, c'est acté. On diminue le nombre de mortalités précoces en étant végétarien, on le diminue encore plus en étant vegan. Les cancers du côlon, il n'y en a quasiment plus chez les véganes. Hein. Donc quand on nous dit que la viande c'est un truc naturel, non, voilà. Donc ça c'est. Tu prends des compléments alimentaires ou pas? Je prends de la B12. C'est presque rien. Du fer un peu, non? Non. En fait, je fais une analyse de sang tous les 2 ans et mon fer est très bon. Donc, dans les lentilles, hein, il y en a. Et le troisième truc, c'est qu'évidemment, c'est très bon pour les animaux parce que quand même, quand on voit ce qui se passe dans un abattoir, je connais quasiment pas de gens qui mangent de la viande et qui sont sereins par rapport à ça. Moi, je respecte ceux qui sont sereins, à la limite. Les gens qui regardent les animaux en train d'agoniser, parce que quand même la moitié des animaux sont encore conscients au moment où ils se vident de leur sang, etc. Les gens qui disent « ouais, so what ?» Ok. Je veux dire, ils sont cohérents avec eux-mêmes. Mais en fait, 99% des gens qui mangent de la viande ne peuvent pas regarder ça, en fait. Et donc là, il y a quand même un problème de dissonance cognitive qui est juste ingérable, quoi. Bon. Ça, et là, ce que je voulais dire, parce que tu parlais de science, c'est qu'il y a des arguments scientifiques qui sont des arguments qui disent, mais attention, les animaux souffrent, évidemment. Je veux dire, on peut le montrer par des expériences qui sont indéniables. La plupart des animaux ont eu conscience, à mon avis, probablement tous, mais enfin, en tous les cas, pour les mammifères, pour les crustacés, etc., même pour certains insectes, aujourd'hui, c'est pratique. Les oiseaux, tout ça, c'est pratiquement certain. Donc là, il y a un argument scientifique qu'on peut faire valoir. Mais l'argument scientifique, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est jamais suffisant. Parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce que t'en fais une fois que tu sais? Ça relève de ta décision. Tu vois, c'est ce que Hume appelait la guillotine, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un passage nécessaire du scientifique à l'éthique. Ça dépend de nous, et ça ne dépend pas des savants, quoi, ou des chercheurs. Et donc, je crois que la science, elle est essentielle, mais elle ne peut jamais être autonome. Il y a une sorte... Alors, je vais être clair. J'ai un rapport intéressant et un peu conflictuel à tout ce qui est zététique, fact-checking, etc. Vraiment, pour moi, c'est un problème très compliqué, en fait. Parce que par rapport aux menteurs, genre Trump, c'est très bien ce qu'ils font. C'est-à-dire que les mecs, sa conseillère, la Madame Conway, ou je sais plus quoi, Conway, qui porte bien son nom, invente une tragédie qui n'a jamais eu lieu. Bon, génial. Il y a des gens qui disent fact-checking, vous parlez d'un truc, en fait c'est faux, ça n'existe pas. Bon, très bien, comment être contre? Ils rappellent les politiques menteurs à la vérité, c'est super. Par rapport aux gens qui disent que la Terre est plate, ils sont hyper patients. Moi, j'admire leur pédagogie, ils te démontrent, machin, pourquoi la Terre n'est pas plate. Donc pour tout ça, c'est très bien. Mais dès qu'on commence à parler des choses subtiles, c'est-à-dire pas les gros menteurs, pas les salauds, pas les fous, mais les choses subtiles, là c'est vachement compliqué. Parce que cette tendance se développe en disant on va faire du fact-checking. Ouais, mais on va checker quoi? Parce que si on parle du nucléaire, par exemple, un sujet hyper polémique, on a un débat entre 2 personnes sur savoir quel est l'impact écologique du nucléaire. Alors parlons même que du CO2. Donc le mec d'EDF va dire il est quasi nul, hein, une centrale nucléaire ça rejette de la vapeur d'eau, ce qui est vrai. Et l'autre dit non, c'est pas vrai, c'est un impact, et un rejet de CO2. Et là le journaliste va dire on va faire du fact-checking, on va savoir quelle est la vérité. Oui, mais ça dépend comment tu comptes. Est-ce que tu inclus par exemple le coût, la consommation de CO2 associée à l'extraction de l'uranium, qui stricto sensu n'est pas du tout émis par la centrale, mais ce qui intervient quand même dans la chaîne? Est-ce que tu inclus le démantèlement par exemple, qui n'est pas non plus qui ne fait pas partie de l'exploitation, mais qu'il faudra probablement faire un jour? Et donc, j'aime bien le fact-checking, et en même temps, je pense qu'il faut faire très attention, parce que souvent c'est une simplification du réel. C'est-à-dire, on fait comme si c'était simple alors que ça ne l'est pas. Je vais me donner exprès un exemple contre moi. Bon, comme tu l'as compris, j'ai pas beaucoup de sympathie pour Trump. Mais il y a eu cette polémique, tu sais, le lendemain de son investiture, parce qu'il y avait eu des photos où on voyait qu'il y avait moins de monde qu'à l'investiture d'Obama. Et puis ses conseillers ont dit oui, mais enfin souvent je sais plus quoi. Il y a plusieurs versions du réel ou un truc comme ça. Ah oui, bon. Il y a plusieurs versions du réel. Et ça a soulevé un tollé. Non, il n'y a pas plusieurs versions, il n'y en a qu'une. Mais là, et je le dis comme une auto-pique, en fait, voilà. J'aurais presque envie de donner raison à Trump, parce que
imagine, c'était pas le cas en vrai, hein, mais imagine qu'il ait plu et qu'il ait fait 15 degrés de moins qu'à la cérémonie d'investiture d'Obama. En fait, à ce moment-là, le fait qu'il y ait eu 2 fois moins de personnes ne voulait absolument rien dire sur sa popularité. Et donc, le fact-checker qui dit « mesurons le nombre de personnes », oui, ça, on peut le faire. Le nombre de personnes qu'il y a, c'est pas une vue de l'esprit, on peut le compter. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est d'interpréter ça en tant que révélateur de la popularité. Et ça, si tu tiens pas compte de la météo, de s'il y a un match de foot en même temps, ou je ne sais quoi, ça n'a plus de valeur. Donc, j'ai envie qu'on soit un peu subtil, quoi. Les gens qui disent « le réchauffement climatique n'existe pas », ok, ça, c'est des idiots ou des salauds, on les fact-check et on leur démontre par A plus B qu'ils disent n'importe quoi, ou les négationnistes, enfin bon, voilà, ça c'est facile, ça. Mais dès qu'on parle de choses un peu subtiles, et par exemple de savoir, en France, qu'est-ce qu'il faudrait faire demain ? Est-ce qu'il faut fermer toutes les centrales nucléaires de façon urgente ou pas ? Pour moi, c'est subtil. Franchement, je ne sais pas, en mon âme et conscience, ce qu'il faudrait faire à court terme en France. Je ne sais pas. Et donc là, je pense que il faut oser gérer un peu la complexité. Et ça, en philosophie des sciences, il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui sont prêts à l'entendre. Ils pensent qu'en fait, la science, c'est une espèce de parole divine qui va te donner la bonne réponse, quelle que soit ta question. C'est juste pas le cas, en fait. Parce que le problème, il y a plein de manières différentes de le regarder. Et moi, j'aime bien qu'on fasse pas semblant, en fait. Qu'on mente pas et qu'on dise, c'est compliqué, en vrai. Tu parles de subtilité, tu parles de complexité des choses. Et c'est une question qui revient souvent dans notre chaîne. Est-ce que la population a les armes cognitives pour comprendre... Ne rigole pas, s'il te plaît. Non, c'est un pays de cons. Non, je plaisante, je sais pas. Moi, c'est le pari. Écoute, dans ma petite expérience à moi, j'ai jamais été vraiment déçu. Enfin, individuellement, si, on est tout le temps déçu par des gens. Mais à la fac de Grenoble... Quand je suis arrivé, donc il y a 15 ans, 20 ans, quand j'ai eu mon poste, on m'a demandé de faire un cours de maths en filière ingénierie électrique, électrotechnique, automatique. Bon, c'est des gens qui sont franchement pas très bons. qu'HEC, c'est ça ? Non, c'est des gens qui sont pas très bons scolairement, si tu veux, parce que les gens qui sont bons en maths, ils vont en prépa, ou alors ils vont machin, ou alors ils vont dans les IUT, etc. Donc les gens qui vont se retrouver dans une licence d'une fac comme ça pour faire de l'électrotechnique, ils n'avaient pas mention très bien au bac. Hein. Et en plus, ils aiment pas les maths, sinon ils seront en licence de maths ou de physique. S'ils font de l'électricité, c'est parce qu'ils aiment maniper, tu vois. Donc je me retrouvais à faire un cours de maths à des gens qui, 1, étaient pas bons en maths, et 2, étaient pas bons en général, suivant les critères universitaires. Donc le chef de filière me dit, bon, c'est pas des cadors, hein, tu leur apprends les trucs de base, inverser des matrices, machin, ce qui va leur servir dans leur boulot. Moi, je sais même plus comment on inverse une matrice, j'utilise des logiciels pour ça. Donc j'ai fait exactement le contraire. Je leur ai dit, on va faire qu'est-ce qu'un nombre ? Et on a passé 25 heures à faire construction du corps des réels, des machins hyper théoriques. Et en fait, je le dis sans prétention, hein, parce que parfois je me plante. Hein. Mais là, à la fin, j'étais le prof préféré, c'est la matière qu'ils ont préférée. Le responsable de filière m'a dit, mais pour commencer les maths, leur matière préférée, quoi. Je crois qu'en fait, quand on ne prend pas les gens pour des cons, souvent, ça marche. Mais il faut un peu de temps. Et il faut accepter de bousculer les murs. Ouais. Ce qu'on essaye de faire. Non, mais c'est pour ça que votre format est génial. Parce que c'est vrai que si on a 30 secondes, on peut pas. On est obligé de prendre les gens pour des cons, c'est du slogan, on n'a pas le choix. Et c'est vrai que ça, oui, il y a encore quelques médias où c'est possible, mais c'est devenu super rare. C'est pour ça qu'on essaie aussi d'être l'avocat du diable, de titiller les gens en prenant un rôle. Mais moi je suis le diable, donc c'est bon. Moi je suis casse-couille, moi. Alors, question d'Internet. Quelle place pour l'art, les artistes, la création dans ce combat, dans ce monde et dans celui qui vient ? Immense. Moi je... Non mais pour moi la question de l'art elle est complètement démesurée en fait parce que, et d'ailleurs ça aussi en termes d'enseignement j'en reviens pas quoi. Comment on en est arrivé à un monde où finalement si tu veux que tes gamins réussissent il faut qu'ils soient bons en maths quoi quand même. Pour le dire en une phrase, la vérité en ce moment de l'école française c'est ça. Alors que l'art est un espace de créativité et d'expression qui est extraordinaire et qui est complètement dévalorisé. Donc notre mépris finalement de l'appétence et de la créativité artistique, moi, me fait horreur. J'aime bien les maths aussi, hein, comme tu l'as compris, mais pas au détriment du reste, quoi. Et l'art, c'est vraiment, je trouve, le levier qui permet pas forcément de changer le monde directement, mais de te montrer les prismes sur le monde auxquels tu n'avais pas accès. Par exemple... Bon là j'ai été conseillé pour un film de science-fiction et ça me fait chier d'avance parce qu'on va me dire que les scènes avec les trous noirs etc sont pas réalistes. Moi, je trouve que le film est très bien. Mais on s'en fout. Ça s'appelle comment ? High Life de Claire Denis qui vient d'être présenté au Festival de Toronto, qui fait scandale, moi j'adore. Il y a des gens qui sont partis avant la fin, etc. Bon, il y a des gens qui disent que c'est nouveau Tarkovsky, que c'est formidable. Et tout. Bon, très bien, ça divise, parfait, du coup c'est pas fade. Mais moi,
en tant que scientifique, on m'attend au tournant, et je le sais, on va me dire, ouais, mais là, votre trou noir, il ressemble pas du tout à ce que serait un vrai trou noir. Mais ça me casse les couilles, j'en ai rien à foutre que ça ressemble pas à un vrai trou noir. C'est pas le problème. Et alors, et Picasso, croyez vraiment qu'avec les deux yeux du même côté, ça ressemble à une bonne femme? Bien sûr que non. Ça exemplifie autre chose. Ça exemplifie autre chose. Et bien sûr qu'il faut rendre sensible. Et l'art est exactement là pour ça. Et en fait, on en a tous besoin, même les plus intelligents d'entre nous. Je suis désolé, c'est pas pareil, quoi. Tu peux savoir que les réfugiés morts devant nos frontières closes, quand tu vois un gamin qui est à 2 mètres devant toi et qui est mort, c'est pas pareil, on est comme ça. Et l'art, c'est aussi ce levier, pas seulement en termes militants, hein, mais vraiment en termes de déconstruction des évidences, qui d'un seul coup rend sensible, donc rend possible les autres rapports au monde. Donc moi je pense que le rôle, il est très important. Voilà. Bon, si on parlait un peu des trous noirs, on va te laisser le micro pour nous parler de science. Ouais. Tu veux nous parler de quoi? Ouais, trou noir si tu veux, on peut parler du Big Bang, on peut parler de relativité, du temps, de l'espace, qu'est-ce qui te plaît? Allez, on se fait la totale. La totale, bon. Alors, on va faire vite et bien? Non. Non, on fait vite, long et bien. On fait long et mal, ouais, d'accord. Non, bon, sérieusement. Voilà, moi, je travaille sur la relativité générale. C'est une théorie que j'adore, qui a été inventée par Einstein. En plus, elle s'appelle relativité, ça m'amuse juste pour emmerder le monde, parce que, comme on me reproche parfois d'être relativiste, au sens cognitif, ça m'amuse. Ah, je fais une parenthèse là-dessus. Hein. Parce que relativisme, ça c'est le reproche que les gens qui m'aiment pas me font tout le temps. Je voudrais juste clarifier là-dessus, parce qu'il y a plein de façons de le comprendre. Tu vois, il y a le relativisme nihiliste, qui consiste à dire tout se vaut. Tout se vaut, bah oui, le nazisme, machin, tout ça, ça se vaut. Non mais personne ne dit ça. C'est le contraire de ce que je pense, évidemment. C'est pour ça que je suis engagé. Je suis venu aujourd'hui te voir, parce que j'ai envie de faire passer un message. Donc ce relativisme-là, qui dit rien n'est plus vrai qu'autre chose, rien n'est plus juste, rien n'est meilleur, c'est juste débile. Aucun philosophe dans l'histoire n'a dit ça d'ailleurs. Je ne sais même pas à qui on réfère, ce courant n'est porté par personne. Mais il y a l'autre relativisme, qui est celui que je défends, qui n'est pas du tout ça, qui est le contraire de ça, qui est de dire oui, bien sûr, il faut s'engager, il faut se battre, etc. Mais il faut aussi faire attention que les modes d'évaluation des connaissances, ils ne sont pas God-given, quoi. C'est pas Dieu qui les donne, c'est aussi nous qui les choisissons. Et donc il faut faire gaffe, parce que parfois il y a des choses qui nous paraissent parfaitement justes aussi bien au sens éthique qu'au sens scientifique, mais en fait quand tu vas décadrer un peu les modes d'évaluation, tu vas te rendre compte qu'en réalité ils sont parfaitement injustes. Donc ce que j'appelle relativisme, c'est le fait d'intégrer même les structures d'évaluation et les cadres de pensée dans le contexte historique et culturel qui les génère. Et de surtout pas faire l'erreur qui consiste à croire que ça, bien sûr, c'est pour l'éternité. Parce que c'est juste faux, en fait. Tout ça a aussi évolué. Donc pour moi, c'est une sorte, tu vois, de niveau comme ça, en fait, de précision et d'humilité supplémentaire. Voilà. Et pas de laxisme, en fait, à l'inverse. Bon. Mais ça n'a rien à voir avec la relativité d'Einstein, à part le nom. Donc la relativité d'Einstein, c'est un truc magnifique, parce qu'en physique d'habitude, il y a deux choses, il y a les objets, donc les bonhommes et les bonnes femmes, et puis il y a le cadre, c'est-à-dire l'espace et le temps. Donc l'espace et le temps, c'est ce dans quoi on est, et puis nous, on est les choses qui sont dedans. Et les deux ne se parlent pas, parce que pour Newton ou Kant, tous ces gens-là, l'espace et le temps, c'est complètement immuable, donc c'est là pour toujours, depuis toujours, et on ne peut rien y faire. Alors que les objets, c'est sur quoi on agit, quoi. Là, je peux taper sur le fauteuil, etc. Et en fait, ce qu'a compris Einstein, c'est que c'était pas vrai. C'est-à-dire que l'espace et le temps, c'était des objets comme le reste. Et ça, c'est quand même une révolution extraordinaire, parce que du coup, si c'est des objets comme le reste, ça veut dire qu'ils sont en évolution, ça veut dire qu'on peut interagir avec eux, ça veut dire qu'on peut les mesurer. Et finalement, toute la cosmologie, c'est-à-dire la science de l'univers, elle est fondée là-dessus. Et ce qu'on a compris, en fait, c'est que vraisemblablement, ce modèle du Big Bang, qui est aujourd'hui assez populaire, en fait, ce qu'il relate, ou plus exactement ce dont il résulte, c'est de l'expansion de l'espace. Et donc quand on dit que les galaxies s'éloignent, c'est à moitié vrai. Parce que c'est pas parce qu'elles bougent en fait, c'est parce qu'elles sont prisonnières de l'espace, et l'espace lui-même est en train d'enfler. Un peu comme si on était dans un gigantesque chewing-gum qui était en train de gonfler. Et donc en fait, on est en train d'observer le mouvement propre de l'espace. Et ça a lieu en cosmologie, et puis ça a lieu aussi dans les trous noirs qui sont en train d'imploser, etc. Et ça, je trouve que c'est très beau aussi en termes philosophiques, parce que c'est une sorte de perte d'absoluté. Avant Einstein, on avait quand même un truc en commun, quoi. C'était l'espace et le temps. Et là, d'un seul coup, tout se délite, et en fait, tout devient relationnel. Il n'y a plus d'ici et de là absolu, il y a juste des choses qui sont les unes par rapport aux autres. Et c'est quand même assez décapant. Par exemple, à l'intérieur d'un trou noir, on se rend compte que le temps devient de l'espace, que l'espace devient du temps. On se rend compte que la surface d'un trou noir, le temps, entre guillemets, est infiniment dilaté. Donc si par exemple, tu es dans le monde extérieur, tu vas à la surface d'un trou noir et t'y retournes, il peut s'être passé 2 minutes pour toi, mais il s'est passé 10 000 ans dans le reste de l'univers. Et tu te demandes, et en vérité, c'est 2 minutes ou c'est 10 000 ans ? En vérité, les deux sont vrais.
Il s'est vraiment passé 2 minutes pour toi, il s'est vraiment passé 10 000 ans ailleurs. Donc du coup, c'est une science qui est mathématiquement, elle est très bien définie, hein, c'est pas du tout un grand n'importe quoi, c'est hyper rigoureux, mais en même temps, en termes d'appréhension psychique, ça ouvre quand même des boîtes comme ça qui sont juste presque impossibles en fait à cerner pour l'esprit humain. Tu continues ou je t'asticote un peu? Bah non, vas-y, astique. On a reçu, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Petit, qui nous a parlé de son modèle Janus. On a essayé d'être corrosif avec lui, à le secouer très fort, avec un respect que peu ont compris. On lui a dit que les fêlés laissaient passer la lumière. Est-ce que tu as étudié son modèle Janus? Bon. Alors, je n'ai pas étudié son modèle Janus. En fait, je vais être absolument sincère. Il est tout à fait possible que ce modèle soit recevable. Au sens des critères scientifiques académiques actuels, bon, je sais qu'il a été plus ou moins blacklisté de certains serveurs, archives, etc. Bon, je ne sais pas si c'est justifié. Franchement, je ne sais pas. Le peu que j'en ai vu, oui, enfin, je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Il sait quand même de quoi il parle. Il a je pense, des connaissances de relativité. J'ai jamais lu les articles. Hein. Ce que j'en ai entendu, c'est en tous les cas pas plus délirant que beaucoup d'articles de physique théorique qui sont publiés aujourd'hui, y compris par moi. Donc, je pense que c'est un modèle qui est pas idiot. Mais ce que je crois, il n'a pas compris, et ses disciples n'ont pas compris, c'est que des modèles comme ça, il y en a des milliers. Et donc, moi, je me suis fait quand même limite harceler par des fans de Jean-Pierre Petit qui me tweetent tous les jours. Mais alors, pourquoi vous refusez le débat avec lui? Mais c'est pas que je refuse, en fait. C'est que j'ai autre chose à faire, quoi. C'est qu'il y en a des milliers de débats, des modèles comme ça, en fait. Moi, j'ai une pile comme ça de modèles que je meurs d'envie de découvrir, et simplement, j'ai pas eu le temps encore de les regarder. Il se trouve que par rapport à mes priorités propres, le modèle de Jean-Pierre Petit, c'est juste pas du tout ma priorité. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'il se croit ostracisé, du genre, pourquoi vous m'invitez pas pour faire un séminaire dans mon labo? Mais attends, mais il y en a des milliers d'autres qui ne sont pas invités non plus, quoi. C'est simplement que par rapport à nos priorités, a-t-on le droit de ne pas travailler sur le modèle de Jean-Pierre Petit, en fait? Moi, c'est ça ma question, tout simplement ça ma question. Moi, j'ai rien contre lui, en fait, sauf qu'il a des méthodes quand même parfois un peu limite menaçantes que j'ai pas adorées. Mais c'est pas grave, ça reste des mots, je vais certainement pas me scandaliser pour ça. J'ai même une sympathie, à la limite, pour le côté franc-tireur, hors du système, c'est plutôt sympa. Donc, j'ai rien contre lui et ses idées, en fait. Il faut juste qu'il comprenne qu'il n'est pas seul à avoir un modèle alternatif. Presque chaque physicien théoricien qui travaille sur la cosmologie a aussi son modèle alternatif. Moi, je ne lui en veux pas de ne pas avoir travaillé sur mon modèle à moi. Je ne lui demande pas toujours, alors, t'as quoi à dire sur mes calculs? Ben non, il fait les siens, je fais les miens, quoi. C'est juste ça qu'il faut accepter. C'est quoi ton modèle? Enfin, mon modèle, restons modestes, moi je n'ai pas inventé un modèle à proprement parler. Moi je travaille sur la gravité quantique à boucle, c'est Carlo Rovelli qui l'a inventé, qui est beaucoup plus génial que moi, qui est un physicien absolument, enfin moi je ne suis pas génial, lui il l'est, qui est un physicien vraiment extraordinaire, qui a essayé de concilier la physique d'Einstein d'un côté et la mécanique quantique de l'autre. Moi ce que j'ai fait c'est d'appliquer ce modèle avec d'autres, pas tout seul, à l'univers, au trou noir, et puis on a eu des résultats marrants, puis on a fait des hypothèses. Moi j'ai fait une hypothèse que les trous noirs se comporteraient d'une certaine manière quand ils s'évaporent, que personne d'autre avait supposé jusqu'à maintenant. Probablement c'est faux, Je veux dire, moi-même j'y crois pas trop, mais j'explore, c'est mon métier, je suis payé pour ça, j'essaye des trucs que personne n'a explorés, 99% vont passer aux oubliettes de l'histoire, et puis à un moment donné on va avoir de la chance. On va avoir une bonne idée et on va faire une découverte majeure. Ce sera probablement pas moi, mais bon, je fais ce que je peux, c'est mon travail. Alors qu'est-ce que tu entends par un trou noir s'évapore? Alors, un trou noir, la définition normalement, c'est qu'on peut rentrer dedans et on peut pas sortir. Ça, c'est le cœur de l'être, de l'ontologie d'un trou noir. Et en fait, il se trouve que ça, c'est vrai pour un trou noir classique. C'est-à-dire le trou noir d'Einstein, ou de Newton d'ailleurs, parce que ça existait bien avant Einstein. L'idée de trou noir, on la doit au XVIIIe siècle à Pierre-Simon de Laplace et John Michell. Donc on peut rentrer dedans, on peut pas revenir vers l'extérieur. Ça, c'est la définition. Donc, a priori, ça ne devrait pas s'évaporer, parce que si ça s'évapore, c'est que ça ressort. Mais le problème, c'est que dès qu'on rajoute la physique quantique, qui est l'autre grande découverte du XXe siècle, et à ce moment-là, rien ne va plus, et tout ce qu'on croyait vrai devient faux. Et ça, on le doit en particulier à Stephen Hawking, qui a montré que les petits trous noirs, pour les gros, il ne se passe rien, mais devraient émettre des particules. Et en fait, c'est un phénomène qui est super intéressant, parce que la manière dont ils émettent des particules est en fait révélateur de tout ce qu'on ne comprend pas en physique, c'est-à-dire essentiellement comment concilier la physique quantique et la relativité. Donc l'étude de ces trous noirs en évaporation, en réel, on ne sait pas le faire, parce que hélas, on ne sait pas créer un trou noir au laboratoire. Mais ça, je trouve ça super joli, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les expériences de pensée.
C'est-à-dire que, tu vois, un peu dans le sillage d'Einstein, attention, hein, je ne me prends pas pour Einstein, mais je veux dire, à un niveau très inférieur, infiniment inférieur, c'est de perpétrer cette tradition qui consiste à dire on n'a pas forcément besoin de construire un accélérateur à 10 milliards d'euros pour comprendre des choses. On en a besoin quand même, hein. Attention, je pense que la physique expérimentale, c'est vital, hein. Mais on peut aussi, en parallèle, comprendre des choses en disant et que se passerait-il si, qu'on appelle l'expérience de pensée. Tu sais, Einstein s'imaginait chevauchant un rayon de lumière. C'est super beau, hein. Et c'est comme ça qu'il a trouvé la relativité restreinte. Donc aujourd'hui, on imagine comme ça, on imagine un trou noir, qu'aurait tel truc, on mettrait un détecteur là, qu'est-ce qui se passerait? Et en fait, on arrive à avoir des incohérences dans les modèles et donc à trouver de la physique nouvelle, même sans avoir à le faire pour de vrai. Alors les méga trous noirs qui sont au centre de notre Voie lactée ou au centre de certaines galaxies, dû à l'effondrement gazeux, comment les scientifiques travaillent dessus, quelles sont les ressources? Ouais, finalement, c'est ça qui va nous avoir, hein, c'est pas le réchauffement climatique. Non, je plaisante. Oh, non. Je blague, hein. Les trous noirs sont évidemment pas dangereux du tout. Donc ouais, en effet, on a un trou noir... T'es sûr de ton coup avec les trous noirs pas dangereux? Avec la production, l'éjection du trou noir, est-ce que ça peut être dangereux pour la vie? S'il y a un trou noir là, d'un seul coup qui passait, qui venait frôler la Terre, ouais, on aurait un gros problème, c'est sûr. Mais étant donné qu'il y en a extrêmement peu par rapport aux... Il y en a beaucoup, hein. Dans la galaxie, chez nous, là, la Voie lactée, il y a environ 100 millions de trous noirs. Probablement un peu plus, à mon avis. Donc c'est des grands nombres. Mais des étoiles, très gros, il y en a 100 milliards. Donc tu vois, par rapport au Soleil, il y en a très peu. Et donc on n'a jamais vu une étoile qui collisionnait la Terre. Donc tu as encore beaucoup moins de trous noirs que d'étoiles, et qu'en plus ils sont beaucoup plus petits. Bon, c'est des probabilités quasi nulles. Mais oui, au centre de la Voie lactée, il y en a un super gros qui a à peu près la masse de 4 millions de fois la masse du Soleil. On l'appelle Sagittarius A*, et en fait toute la galaxie est en train de tourner autour de lui. Alors c'est vrai que c'est un peu de la mauvaise publicité, parce qu'on dit parfois que ce sont des ogres qui dévorent tout, etc. C'est pas vrai du tout, hein. En fait, les étoiles, elles tournent comme ça, de façon stable autour du trou noir. Ça joue même plutôt le rôle de structuration pour les galaxies, donc c'est des choses dont on a plutôt besoin. Et on est en train de commencer à avoir les premières images, là. Donc dans quelques années, on va avoir une sorte de photographie du trou noir, et ça c'est quand même quelque chose de merveilleusement beau, en fait. Et il y a très peu de temps, avec les ondes gravitationnelles, pour la première fois, on a observé deux trous noirs qui se tournaient l'un autour de l'autre et qui ont coalescé, c'est-à-dire qui ont fusionné. Et ça, c'est hyper intéressant scientifiquement, mais c'est aussi très beau philosophiquement, ou philosophiquement c'est peut-être un peu fort, mais disons psychologiquement, parce que c'est comme si on avait un nouveau sens, quoi. Tu vois, on a la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc. Et là, c'est comme si pour la première fois dans l'histoire, on pouvait voir directement la géométrie. Alors, ça veut rien dire, quand dans la vie de tous les jours, voir la géométrie, ça veut rien dire. Bah oui, ça veut rien dire, parce que normalement, on ne sait pas le faire. Mais on a inventé un détecteur qui est capable de voir directement les petites vibrations de l'espace en tant que tel. Je sais que je ne suis pas clair, mais je ne peux pas être clair, parce que, comme expliquer à un aveugle de naissance ce que c'est que voir, bah c'est presque impossible. C'est un détecteur d'ondes gravitationnelles, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc, il y en a 2 aux États-Unis et un en Europe. Et on commence... Et c'est très beau, parce que c'est un geste de... là encore, de désanthropocentrisation, quoi. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé l'univers comme étant un peu à notre image, finalement, centré sur la Terre, puis sur le Soleil, puis sur la galaxie, puis sur le cosmos, etc. Et quand on utilise de nouveaux médiateurs, c'est-à-dire de nouveaux messagers de l'univers, en fait, on se rend compte, comme toujours, que le monde n'est pas du tout ce qu'on attendait, que la diversité est bien plus grande que ce qu'on supposait, que l'étrangeté est bien plus grande que ce qu'on supposait, que donc a fortiori, notre position est bien plus petite et dérisoire que ce qu'on supposait. Et d'ailleurs, ça amène aussi... L'humilité parfaite. Ouais. Et puis, alors, pas les ondes gravitationnelles en tant que telles, mais tout ça m'a amené aussi à réfléchir un peu sur ce qu'on appelle le multivers. Donc ça, c'est la possibilité d'univers multiples. Ça aussi, ça a pas mal agacé certains scientistes durs. Pourtant, je suis toujours très très prudent là-dessus. Mais alors, d'abord, je vais peut-être dire ce que c'est et dire pourquoi c'est dangereux. Alors, ce que c'est quoi? C'est simplement l'idée qu'il n'y a peut-être pas un seul univers. Voilà. Il y a peut-être un ensemble d'univers, voire une myriade d'univers. Alors en fait, c'est pas une idée récente, hein. On la trouve chez Anaximandre dans la Grèce antique, on la retrouve ensuite à l'âge classique avec Leibniz, on la retrouve en philosophie contemporaine, etc. Donc ça traverse toute l'histoire en fait de la pensée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en physique aujourd'hui, elle intervient non pas comme une hypothèse, tu vois, d'un mec un peu chevelu comme moi qui se dit tiens, ça serait cool qu'il y ait plein d'univers, ça serait pas super crédible, mais elle intervient comme une conséquence mathématique de certains de nos modèles. Donc il y a un certain crédit qui est associé à ça. Alors, les deux questions intéressantes, c'est est-ce que c'est vrai et qu'est-ce que ça change? Alors, peut-être la plus facile, c'est qu'est-ce que ça change? Ça change quand même pas mal de choses. Parce que vivre non plus dans un monde, mais dans une multitude de mondes, c'est une sacrée blessure narcissique supplémentaire. C'est que notre univers lui-même se retrouve déchu de son piédestal. Donc, rien qu'en termes de récit, tu vois, ça change beaucoup de choses. Mais en plus, en termes pratiques, ça a des effets complètement directs. Par exemple, on se demande souvent en physique pourquoi les lois
semble si merveilleusement adapté à l'existence de la complexité et de la vie. Mais la vie, c'est une forme de complexité. Alors il y a des solutions théologiques, dire c'est parce que Dieu l'a voulu, c'est possible, mais c'est pas une solution scientifique. Il y a des solutions, dire on a eu de la chance. C'est possible, mais il va falloir une sacrée chance quand même. Et puis il y a le multivers. Le multivers dit non, en fait il y a plein d'univers qui ont des lois différentes. Donc c'est pas étonnant que de temps en temps, certaines lois soient compatibles avec nous. C'est un peu comme quand tu joues au loto. Si tu joues une fois, tu es sûr de perdre. Tu es presque sûr de perdre. Mais si tu joues une infinité de fois, forcément, il y a des moments où tu gagnes. 100% des gagnants ont joué, c'est ça? Voilà. Ça, c'est la question facile. C'est qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Mais le versant plus compliqué, c'est est-ce que c'est vrai? Ce qui est sous-entendu par là, c'est est-ce que c'est encore de la science? Et ça nous emmène assez loin, en fait. Parce que la première question, c'est est-ce que c'est de la science au sens orthodoxe du terme? Là, je vais être un peu provocateur. Mais il n'y a pas de sens orthodoxe du terme. Heureusement qu'on ne fait plus de la science aujourd'hui comme Aristote, qui est peut-être un des plus grands logiciens de l'histoire. Il ne faut pas oublier qu'Aristote a écrit plus de botanique que de philosophie. Donc, bien sûr que les règles du jeu scientifique ont changé. Donc, vouloir enfermer la science dans des règles figées serait exactement contraire à la pratique scientifique qui consiste à trouver les règles du jeu pendant qu'on joue. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, là, je pense que c'est une mauvaise question. Et ensuite, même si on prend des règles un peu conservatrices, oui, je pense que le multivers, ça reste scientifique, parce qu'on peut quand même, de façon indirecte, le mettre à l'épreuve. Mais c'est des questions qui sont pas neutres, curieusement. C'est-à-dire que, tu vois, dès qu'on commence à réfléchir à des choses comme ça, il y a toujours la suspicion... est-ce que c'est encore bien sérieux? Est-ce que c'est de la science orthodoxe? Est-ce qu'on est dans l'idée géniale ou dans l'imposture? Mais soyons modestes, on n'en sait rien. Alors, on n'en sait rien, on verra plus tard. Je rebondis sur ça avec une question d'Internet. Connaît-il Nassim Haramein et sa théorie des champs unifiés? Ouais, non, mais là, non, quoi. Le peu que j'en connais, c'est bullshit total, quoi. Là, je veux dire, je n'ai pas été assisté à ces séminaires, mais le peu que j'ai vu sur Internet, alors là, pour moi, c'est vraiment intérêt zéro, quoi. Alors, je dis intérêt zéro, j'ai juste développé un peu. Alors, comme en même temps, je le connais pas très bien, je veux pas l'enfoncer par courtoisie, mais je vais dire pourquoi. Parce que vous avez bien compris que je ne suis pas un adepte du tout scientifique. C'est-à-dire que moi, je pense que les modes de pensée, même je suis pas croyant, mais même la pensée religieuse, je respecte énormément ça. La pensée artistique, évidemment, poétique, évidemment, même mythologique. Je trouve ça magnifique, moi, les mythes. Même les gens un peu mystiques, le magique, le miraculeux, tout ça, je tolère très bien. Mais ce qui m'agace, c'est les mélanges artificiels où on fait passer pour scientifique ce qui ne l'est pas du tout, en fait. Moi, ma compréhension, c'est que ce mec-là, il dit n'importe quoi et il le fait passer pour de la science. Ça me plaît pas. Bam! Non, mais le but, c'est pas d'être méchant. Je dis ce que je pense. De toute façon, je crois qu'il vit très bien. Je pense qu'il est beaucoup plus riche que moi. Il a plein de followers et d'adeptes. Je lui veux pas de mal. Il a même pas l'air méchant, ce gars-là. Je lui veux pas de mal. Mais intellectuellement, pour moi, c'est nul. Tu ne nous conseilles pas de le recevoir? Ça dépend comment tu l'interviews. Avec une batte? Non, on n'est pas violents, nous. Autre question. Alors ça, par contre, je vais peut-être pas pouvoir vous aider, les gars. Est-ce qu'il a entendu parler de l'Aniakea ou paradis incommensurable? Non. Paradis incommensurable? Ouais. Voilà, on est à fond, les gars. Ouais. Bon, incommensurable, c'est un mot, ça aussi, alors je connais pas du tout ça, mais qu'on me reproche aussi beaucoup, ça. Parce qu'il y a toujours l'idée du réductionnisme scientifique. Et quand on dit que c'est incommensurable, je ne sais pas du tout pour ce cas-là, mais d'une façon générale, c'est un concept, par exemple, qu'on doit en linguistique à Saussure. Moi, j'aime bien cette idée d'incommensurabilité, en particulier des paradigmes scientifiques, c'est ce que disait Kuhn ou Feyerabend. C'est l'idée qu'en fait, c'est pas forcément facile de comparer des visions du monde qui sont complètement différentes, et on les dit incommensurables. Pour moi, c'est très important, ça. C'est-à-dire que la question de savoir, est-ce que la cosmologie d'Einstein est meilleure que la cosmogonie des Égyptiens? Moi, je ne répondrai pas à ça. Elle est meilleure pour faire des calculs, évidemment oui, pour envoyer des fusées dans l'espace, enfin, quoi qu'on n'a pas besoin d'Einstein pour ça, mais évidemment oui. Pour répondre à des questions quantitatives, évidemment oui. Mais en termes vraiment ontologiques, pour ce qui est d'une espèce de compréhension très profonde des choses, moi, je ne répondrai pas à ça. Je pense que c'est incommensurable et je respecterai autant les deux. Alors, il y a eu un petit complément entre-temps. L'Aniakea et le superamas de galaxies englobant le superamas de la Vierge dont fait partie la Voie lactée et dont par la suite le système solaire et en particulier... Ah donc c'est pas un mec en fait. Donc là je suis l'astrophysicien qui savait même pas que c'était le nom d'un amas. Là j'ai l'air con, mais tant pis. Bon. Et j'ai toujours pas compris la question en fait. Moi non plus. Bon, merci en tout cas de m'avoir appris ce mot que je ne connaissais pas. Voilà, on remercie. D'autres trucs à aborder comme ça là, qui te passent par la tête? Ah il y en a une infinité, ouais, forcément. Allez. Alors sur l'infinité, choisissons une.
disons qu'on peut parler un peu de l'avenir. Voilà, on a parlé de la science qui est comprise, et je pense que la recherche, ce qui est intéressant, c'est l'inconnu. Donc l'inconnu, c'est vers quoi on va, vers où on va. Et je crois qu'en ce moment, il y a quand même une petite crise. En physique des particules élémentaires, c'est-à-dire la compréhension de l'infiniment petit, ça repose sur la mécanique quantique. La mécanique quantique, ça marche très bien, c'est super bizarre. En mécanique quantique, il y a de l'aléatoire, il y a de l'imprévisible, il y a du discontinu, mais enfin, ça fonctionne. Grâce à ça, on décrit très bien ce qui se passe. On a un modèle standard qui est remarquable. Et puis, auprès du grand collisionneur de hadrons du CERN, le LHC, on a découvert le boson de Higgs qu'on avait prévu, tout va bien. Sauf que ce modèle, il n'est pas complètement consistant. On sait qu'il faut aller au-delà, on sait vraisemblablement grâce à la cosmologie qu'il y a des nouvelles particules et on ne les trouve pas. Et on avait une idée pour aller au-delà, on appelait ça la supersymétrie, peu importe le détail, mais en gros tout le monde y croyait dans le domaine des physiciens théoriciens des particules. Et le fait est qu'à ce jour on ne la voit pas. Donc finalement c'est quand même un peu la crise. Au niveau expérimental, le LHC c'est un super succès, ça marche bien. On a quand même appris des choses, hein. On a vu le boson de Higgs, c'est pas un détail, mais en même temps, ce qu'on espérait aussi voir, c'est-à-dire de la nouvelle physique, c'est-à-dire un truc imprévu ou alors très au-delà de ce qu'on connaissait, là ça a raté. C'est de la faute de personne, hein. Les ingénieurs ont bien travaillé, on a fait ce qu'il fallait, mais la nature nous dit, bah écoutez, vous pensiez que ça allait fonctionner parce que votre théorie était belle, elle était cohérente, elle était consistante, elle était prédictive, donc vous n'en doutiez même pas. Bah ouais, mais c'est faux. Donc, tant mieux, au sens où vous êtes une surprise, mais après la surprise négative, qui est de dire en fait il n'y a pas ce que vous pensiez, ça serait bien qu'on ait une surprise positive. C'est-à-dire, oui, mais à la place il y a ça. Et pour le moment, le à la place il y a ça, on ne l'a pas. Et j'imagine mal comment on va s'en sortir. Parce que si on veut aller au-delà, il faut une machine beaucoup plus grosse que le LHC. Donc typiquement, je ne sais pas, entre 50 et 100 milliards d'euros. Est-ce qu'on va la faire ? Alors, est-ce qu'on a envie de la faire ? C'est une question politique. C'est beaucoup quand même, ça commence à plus être négligeable. Ça va être un investissement considérable. Alors c'est toujours pareil, hein, si on compare ça avec les profits des super multinationales, j'ai envie de dire, bah oui, évidemment, on le fait, c'est rien par rapport à ça et c'est tellement plus intéressant. Mais si à la place de ça, on se dit combien de gamins africains on pourrait sauver, là évidemment je me sens mal. J'ai envie de dire, bah non, il faudrait mieux sauver la faim dans le monde. Bon, de toute façon on ne me demandera pas mon avis, donc c'est pas grave. Mais je veux dire, on va vers la very big science et il y a un peu une crise en fait. Comment progresser tout en restant quand même à une échelle qui n'est pas démesurée ? Et puis en théorie, on a aussi une crise, c'est qu'on a deux grandes théories, la physique quantique, la relativité générale, et on n'arrive pas à les concilier. Alors, en un certain sens, qu'on n'ait pas une théorie complètement unifiée, moi ça ne me choque pas. Je pense qu'il y a une certaine diversité dans le réel. J'aimerais bien qu'on la réhabilite, autant au niveau scientifique, politique, esthétique, etc. Donc peut-être qu'il y a plusieurs théories. Le problème c'est que quand elles sont contradictoires, là il y a quand même un problème de cohérence. Et ça fait presque 100 ans que les gens cherchent la gravité quantique et on n'y arrive pas. On a inventé la théorie des cordes. Enfin, je dis moi j'y suis pour rien. Hein. C'est super beau. Il y a un des pères de la théorie des cordes avec la médaille Fields, donc l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Donc ces gens sont brillants, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais enfin, jusqu'à maintenant, ça ne colle pas du tout avec le réel. Et puis il y a 25 ans, Carlo Rovelli a inventé la physique quantique à boucle. Moi j'adore ça, je travaille dessus. Mais il faut quand même reconnaître qu'on n'a pas non plus, comme en théorie des cordes, nous n'avons pas été capables de faire une prédiction claire qui a été vérifiée par l'expérience. Donc, il y a un peu une crise. Mais les crises, c'est bien, hein, parce que c'est souvent à ce moment-là où il y a des grandes ruptures, des déconstructions, des changements de paradigme. Bon, j'espère que ça va arriver. On a plein de questions sur Big Crunch et Big Bones. Ouais. Un mot, deux mots. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est vraiment mon domaine de recherche, donc avec plaisir. Alors d'abord, Big Crunch, c'est quoi ? C'est l'idée qu'actuellement, l'univers est en expansion, comme ça, et l'idée, c'est que peut-être il va se recontracter, et il va venir imploser en un point, et on appelle ça le Big Crunch. Alors ça, c'est possible, hein, c'est-à-dire que la théorie d'Einstein autorise ce comportement, mais elle autorise aussi le fait que ce soit en expansion sans jamais s'arrêter. Si tu veux, les deux sont possibles, ça dépend simplement du contenu en matière. C'est comme si là, je jette un stylo, il peut tomber à 1 mètre, ou il peut tomber à 5 mètres, bah, ça dépend comment je le lance, quoi. Et donc, actuellement, avec tout ce qu'on sait, les observations, etc., il y a une réponse qui semble être non ambiguë, c'est qu'il n'y aura pas de Big Crunch. Il y aura un Big Bones avec une déperdition calorifique. Alors, une seconde. C'est-à-dire que probablement l'univers ne va pas se recontracter, il va continuer comme ça de s'épandre indéfiniment. Bon, je ne peux pas le jurer, hein, de toute façon, quoi que je dise, tu ne pourras pas me contredire. Mais actuellement, si j'extrapole à partir de ce qu'on a, c'est ça la réponse claire. Mais en revanche, il y a une autre question qui est connexe à celle-ci et qui connecte à ce que tu dis, c'est de dire, oui, mais maintenant, si je remonte dans le passé, donc je ne vais pas dans le futur, mais je vais dans le passé. Donc dans le passé, là, il y a normalement ce qu'on appelle le Big Bang. Donc c'est une singularité, et paf, l'univers apparaît, bah, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi, et on ne sait pas trop à partir d'où. Et c'est ça, en effet, qui, dans les modèles de gravité quantique, comme ceux sur lesquels je travaille, dit non, en fait, il n'y a pas eu de Big Bang. Probablement, il y a eu un Big Bounce, c'est-à-dire un grand rebond. Et donc un grand rebond, ça veut dire qu'il y aurait eu, dans le passé, une phase de contraction de l'univers. Quand il devient extrêmement petit, il est super dense,
il rebondit, alors il rebondit sur lui-même, parce qu'il n'y a rien à l'extérieur de lui-même, il se rebondit dessus, comme une balle comme ça, il se rebondit dessus, et après il repart en expansion. Et actuellement, on est ici dans la phase d'expansion. Donc l'enjeu maintenant, c'est de dire, on a des calculs, on a des modèles, on publie, mais est-ce que c'est vrai ? La réponse à ça, c'est qu'il faudrait qu'on trouve des indices observationnels de cette éventuelle phase d'avant le rebond. Parce que forcément, il reste un peu des cendres, enfin je dis cendres métaphoriquement. Des ondes gravitationnelles. Par exemple, des ondes gravitationnelles, exactement, exactement. Mais alors, c'est des effets minuscules, donc c'est super dur à trouver. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand même, moi quand j'ai commencé à m'intéresser à ça il y a 10 ans, c'était presque de la métaphysique. C'est pas grâce à moi que ça a changé, mais grâce à un ensemble de gens. Aujourd'hui, on commence quand même à avoir des prédictions claires dont on peut espérer que dans quelques décennies, ça rentrera dans le champ expérimental. Donc je suis assez content quand même, ça progresse assez vite. D'autres choses abordées ? Pour ma défense ? Non, de toute façon, je suis fini. Un avis sur la recherche française, le modèle universitaire. Alors, quelque part, si je compare à l'ensemble des gens qui habitent ce pays, je ne vais pas me plaindre, quoi. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis plutôt bien payé pour faire un métier que j'adore. Je passe mon temps à me poser des questions que j'aurais envie de me poser, même sans être payé pour le faire. Je ne vais pas me plaindre, je suis libre, je choisis ce sur quoi je travaille. Pendant mes cours, je choisis essentiellement ce que j'aborde. Ça se passe super bien, je crois, enfin j'espère. Sinon, il y aura des coms sur la vidéo, mais je crois que globalement, avec les étudiants, ils m'aiment bien et je les aime bien. Donc oui, je suis un homme heureux, quoi. Si c'est ça la question, c'est ça la réponse. Mais après, il y a quand même plein de problèmes. Les problèmes, c'est quoi ? D'abord, c'est qu'on a très peu de postes. Dans ma discipline, en physique théorique, on avait 5 postes par an. Je crois que ça va passer à 4, parce que la bonne nouvelle, c'est que personne n'avait osé le faire dans les 10 dernières années, mais le nombre de postes vient enfin de diminuer. Donc on va passer à 4 postes par an, probablement, pour à peu près 250 candidats. Il faut bien voir que les 250 candidats, je parle de gens qui ont tous un doctorat, plus généralement entre 2 et 6 ans de postdoc, des lettres de recommandation longues comme ça, qui ont publié 10 articles. Je parle de gens qui ont été toute leur vie premiers de la classe, caricaturalement. Et on va en prendre 4 sur 250. Bon, c'est vraiment, vraiment dur quand même. En plus de ça c'est l'aspect purement financier, on aura plus d'argent pour avoir plus de postes et plus de moyens, comme tout le monde, mais il y a aussi un aspect, comment travaillent les gens, qu'est-ce qu'on attend de nous. Et là, effectivement, je pense que c'est un peu problématique. C'est-à-dire que il y a quand même de plus en plus l'idée que ça doit se passer comme dans le privé, c'est-à-dire financement sur projet, obligation de résultats, recherche de budget, etc. Et honnêtement, maintenant, ceux qui font de la recherche, c'est les thésards, quoi. Les doctorants, vraiment, ils font de la recherche. Moi, maintenant, à 45 ans, prof, je passe plus de temps à faire des demandes de financement et à essayer de trouver des moyens de financer mes thésards et mes activités expérimentales qu'à les faire pour de vrai. Alors, quelque part, c'est normal qu'il y ait une concurrence. Bon, on ne peut pas tout financer, ça je le comprends bien, c'est pas débile. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas augmenté l'argent, mais on a augmenté la manière dont il était diversifié. Et donc, il faut passer un temps dingue à demander à tout le monde, c'est complètement irrationnel, à évaluer, à être évalué, alors que c'est fondamentalement inévaluable. C'est inévaluable parce que quand tu veux faire une révolution, il faut que tu ne publies pas pendant quelques années. Mais si tu ne publies pas aujourd'hui, tu vas être considéré comme travaillant mal. Donc ça, c'est aussi une mauvaise idée. Et la prise de risque n'est quand même pas favorisée. Voilà. Donc il y a quand même une vision. Et puis il y a toujours une suspicion. Tu vois, faut quand même toujours que tu prouves que tu as fait les choses correctement. Par défaut, on suppose que tu vas pas les faire correctement. Mais ça, c'est idéologique. C'est-à-dire qu'on se dit, s'il n'y a pas d'évaluation, ils vont mal travailler. Mais non seulement, je pense que c'est complètement faux, en fait, ça a même un effet exactement inverse, mais c'est pas vrai que pour les chercheurs. On pourrait se dire, oui, bon, encore eux, c'est des intellos. Mais non, pas du tout. Moi, dans un bureau de poste, il y a toujours quelques tirs au flanc, il y en a aussi dans la recherche, il y en a aussi dans le privé, il y en a partout, mais la plupart des gens ont juste envie que ça se passe bien. Ils n'ont pas besoin d'avoir le petit chef au-dessus d'eux qui les surveille avec la carotte et le bâton. Moi, quand je rentre dans mon bureau de poste, je prends l'exemple, parce que généralement c'est l'exemple du fonctionnaire, branleur, mais c'est pas vrai en fait, c'est pas vrai. Je vois que spontanément, s'il y a un guichet où il y a personne, le mec il se lève, il vient vers moi quand je suis dans la queue, et pour gagner du temps, il me demande ce que je veux. Et ça s'organise plutôt pas mal tout ça. Mais dans la recherche, il y a quand même cette dérive assez technocratique vers un système, évaluation, performance, machin. Et en fait, le problème, c'est que du coup, comme on est humain, donc faible, on se fond dans le moule. Et du coup, on se pose plus la question, est-ce que je suis en train de faire des découvertes, mais est-ce que je vais être bien évalué ? Et tu peux très bien avoir une carrière brillante en ayant en fait quasiment pas fait progresser la connaissance. Et ça, il y a des Jean-Pierre Petit alors. Non, mais c'est pour ça que son modèle, il m'intéresse pas parce que je travaille au-dessus. Mais moi, le personnage, il était moins vindicatif et menaçant, et encore d'une façon gentille, il me gênerait pas.
Mais le problème de ça, c'est que c'est compliqué, parce qu'après, il y a tous les gens, là je parle pas de lui, mais il y a tous les gens un peu borderline. Alors moi, comme je suis assez open-minded, je reçois 10 mails par jour de gens qui ont leur modèle qui n'arrivent pas à publier, mais vous allez me comprendre. Ah, bah, non mais, bon. Peut-être que dans le coup, peut-être que dans l'eau, il y en a des bons d'ailleurs, mais j'ai pas le temps, quoi. Comment voit-il l'avenir de la recherche dans la crise qui approche ? L'avenir de la recherche dans la crise. Bon, bah alors d'abord, si on parle de la crise mondiale, je m'en fous de l'avenir de la recherche. Je veux dire, par rapport à la crise mondiale, ce qu'il faut, c'est qu'on survive, quoi. Je veux dire, c'est que le monde survive, que les vivants survivent et qu'on arrête cette violence infinie à l'essence de la vie. En fait, je pense que ce qu'on fait dans les abattoirs, etc., c'est un crime contre la vie. Mais la vie avec un grand V, c'est-à-dire contre l'ontologie de la vie. Il faut quand même savoir que 99% des lapins qui vivent aujourd'hui en France n'ont pas connu autre chose qu'un clapier qui fait 2 fois leur taille. 80% des poules qui vivent aujourd'hui en France n'ont jamais vu et ne verront jamais la lumière du jour. C'est un crime contre la vie, en fait, qu'on est en train de perpétrer. Donc pour moi, la priorité, c'est ça. Bon, après, donc c'est pour ça que j'avais pas bien compris la question. Après, si on parle de la crise, pas au sens crise planétaire machin, mais au sens de la crise, voilà, où les choses pourraient aller mieux. L'avenir de la recherche, je sais pas. Pour moi, il faut qu'on se batte pour sauver un modèle alternatif, quand même. Pour moi, c'était un îlot de résistance, et ça l'est de moins en moins. Alors ça l'est encore ponctuellement, localement. Moi, par exemple, souvent le matin, j'aime bien travailler dans un café. Je travaille mieux dans un café qu'au labo. Donc généralement, je me lève, je vais au café, je prends mon ordi, et c'est les 3 heures de la journée où je fais vraiment de la recherche, en fait. Où je lis des papiers, j'ai des idées, je fais des équations, parce que je suis tranquille. Je serais vraiment pas étonné que dans quelques années, on me dise, bah non, tu dois être au labo, tu es payé pour ça, tu dois être physiquement présent au labo. Bah ouais, je travaillerai juste moins bien, en fait. Et donc, il y a quand même une atrophie de la liberté, comme ça. Alors, on peut dire, ouais, mais t'es un privilégié. Mais oui, je suis carrément un privilégié. Sauf que, plutôt que de dire perdez vos privilèges, moi je préférerais qu'on dise donnons-les à tout le monde, quoi. Alors je dis pas que tout le monde peut travailler dans un café, hein, ça dépend du boulot que tu fais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aussi c'est l'argument social qu'on entend tout le temps en fait, de dire mais il faudrait que eux aussi en chient en fait. Bah non, ça serait peut-être mieux que personne n'en chie quand même quand ça se passe plutôt bien dans une profession, plutôt que de niveler par le bas et de dire bah eux aussi on va les foutre dans la merde. C'est-à-dire peut-être qu'on pourrait importer au contraire dans les autres professions ce qu'il y a de bénéfique à celle-là. Jusqu'à maintenant, on jouissait d'une plus grande liberté que la plupart des gens. Et franchement, on l'utilisait bien. Je dis, on n'est pas tous géniaux, etc. Mais globalement, on bosse beaucoup, quoi. Moi, là, tout à l'heure, je rentre chez moi, je vais travailler dans le train, mais non-stop, quoi. Et ce week-end, je vais passer la moitié du temps avec mes enfants, l'autre moitié du temps, je serai devant l'ordi. Hein. Donc, je veux dire, on bosse quand même. Parce qu'on aime ça. Et donc, c'est un peu dommage, quoi, d'oublier cette propension qu'ont aussi les gens à faire des belles choses. On arrive à la fin de notre interview. Gens, pas juste nous. La dernière question qu'on pose à tous les invités, c'est pas une question. J'aurais dû regarder vos vidéos avant, alors. Mais je ne l'ai pas fait, donc je vais être surpris. C'est laisser un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, quelque chose qui se veut impérissable ou qui sera disponible peut-être après toi. Un conseil, t'as dit, c'est ça? Un conseil pour les jeunes générations. Moi, je dirais, comme ça, à chaud, sans réfléchir, je dirais cultivez et revendiquez et battez-vous pour votre droit à l'errance. C'est une phrase que je prends à Isabelle Ebrard, qui est une belle écrivaine, qui est quelqu'un qui marchait dans le désert, tu vois. Et quand on n'a jamais marché dans le désert, on ne sait pas ce que c'est que la vie, en fait, parce qu'on a la tête dans le guidon. Moi je suis l'archétype du mec qui était sur l'autoroute, quoi. Je suis né à Neuilly-sur-Seine, lycée Pasteur, classe préparatoire, maths sup, maths spé, école d'ingénieur. J'ai même pas fait de postdoc, j'ai été recruté tout de suite comme chercheur. Bon, je sais pas si je suis devenu un vieux con, hein, peut-être que oui, mais si c'est pas le cas complètement, je pense que je suis un miraculé quelque part. Non pas que je me prenne pour un type extraordinaire, loin de là, mais juste comme capacité à être un peu en porte-à-faux par rapport à soi. Et donc ce que je dirais vraiment aux jeunes, c'est quelle que soit la route que vous empruntez, laissez-vous le droit de cheminer autour de la route, quoi. Même si c'est pas rentable, même si vous n'y voyez pas de retour immédiat, de bénéfice immédiat, s'il n'y a pas d'errance. Mon ami Claire Denis qui fait le film My Life là, qui va sortir, que je trouve génial, Claire Denis je parle, on lui demande tout le temps pourquoi t'as pas fait ton premier film à 25 ans? Il me dit parce qu'à 25 ans je fumais du shit avec mes potes, moi c'est après que j'ai envie de faire du cinéma, et c'est peut-être la plus grande réalisatrice française aujourd'hui. Je dis pas qu'il faut fumer du shit, hein, j'y ai jamais touché, mais je veux dire, le droit à l'errance il est vital, et ce monde est en train aussi de nous le tuer. Aurélien Barraud, merci. Merci à toi.